Ils sont partis dans les couloirs salut les amis, du temps. nouveau podcast aujourd'hui, des couloirs du catch. Salut Messiah, ça va? Ouais, ça va. Pas trop malade aujourd'hui? Ah, comme d'habitude. Hein. Ah, c'est chaque fois qu'on tourne. Ouais, bah pour nos abonnés, je fais un petit aparté. J'ai vraiment une santé assez faible, on va dire. Donc du coup, l'hiver traîne, donc du coup, ma maladie traîne. C'est ça. Alors aujourd'hui les amis, on est très content parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, le 150e abonné a popé. Ouais, franchement, merci à vous les amis. Parce que bon, c'est sûr que vous, quand vous allez la voir, elle va être diffusée 2 semaines après qu'on l'ait tournée. Mais nous, voilà, dans l'actualité brûlante, c'est le 150e qui est là. Du coup, vous verrez, parce qu'on va le dire à posteriori, il y aura une petite vidéo pour les 150. Ah bah, je l'ai postée, ça y est, elle est postée au moment où le 150 a popé, j'ai posté la vidéo. Voilà. Alors, Messiah, avant qu'on enchaîne, on continue à remercier les gens pour les commentaires, parce qu'il y en a de plus en plus, les j'aime, il y en a de plus en plus. Mes petites vidéos avec WrestleMania, les gens, quand ils regardent, il y a toujours un petit j'aime, j'arrive quand même à arriver presque à 10 j'aime par jour, donc c'est super pour moi. Et les amis, je remercie Thomas pour ce petit hors-série qui est vraiment sympa, j'étais même pas au courant qu'il allait le faire. Non, comme je l'ai dit sur une des vidéos, la première, les shorts YouTube me saoulent. Parce que tu vas poster un short le mardi, il va être vu 40 fois, et tu vas refaire le même short 3 jours après, il va être vu 400 fois. Le short, je déteste ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, aujourd'hui, Messiah, on s'attaque à un gros sujet, oui et non. Parce qu'on s'attaque à l'histoire de la ECW. Bah en fait, vous verrez dans l'émission, en fait, oui, c'est ça, c'est un gros sujet. Mais, en fait, ça va, l'historique, on va dire, est assez rapide à raconter. Ouais. Parce que c'est pas une fédération longue, mais c'est pas comme la WCW où il y avait énormément de choses à dire. Et puis la WCW, à la différence de la ECW, tu me dis si je dis une bêtise, mais n'a pas été diffusée mondialement, la ECW. C'est ça. Ça restait local aux États-Unis. Voilà, dans la région de Philadelphie. Voilà, principalement la région de Et Philadelphie. ils ont eu quand même un créneau télé qui était diffusé un peu partout. Et on y reviendra parce que c'est un point qui a beaucoup embêté Polyman, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, avant qu'on commence vraiment à se lancer dans le gros du sujet, j'ai envie de te poser un peu la même question que j'avais posée, tu savais, au tout début de la WCW. Oui. Pourquoi l'aura de la ECW est encore aujourd'hui persistant à ce point-là? Avant de répondre, excusez-nous si vous entendez des bruits de fond, c'est parce que j'ai mes voisins que quand ils descendent, ils font énormément de bruit. Ah, c'est grave. Avec un enfant. Donc, on a l'impression qu'ils si sont vous entendez un bruit de fond, c'est normal. Ah, ils en ont qu'un des enfants? J'aurais dit 20 là. Tu vois. Ouais. Non, mais moi, je te pose cette question, donc je la repose parce que peut-être qu'elle n'a pas été attendue avec le bruit. Pourquoi l'aura de la ECW est toujours présent aujourd'hui alors qu'elle n'a pas été diffusée autant que la WCW, par exemple? Pour répondre à ça, c'est compliqué toujours de répondre. Bien sûr, puis je te prends toujours un peu au traître. Ouais. Donc je dirais que c'est grâce à la révolution que Polyman a fait déjà, parce que quand la ECW arrive, c'est 94-95. La vraie ECW, l'Extreme Championship Wrestling. L'histoire comment. Et en fait, Polyman a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de secouer les codes, de les briser, de tout ça. Et en fait, il a surfé sur les codes des années 90, donc la révolution rock. Moi, j'allais dire même le grunge. Le grunge, voilà, c'est ça, Nirvana, tout ça. Et en fait, il a vraiment misé dessus et il a pris ce qui se faisait dans les petites fédérations des territoires, le catch hardcore, qu'il a mis énormément en avant. Est-ce qu'on peut comparer ce catch hardcore à ce que se fait la CZW où on est quand même pas au même niveau? La CW est totalement une inspiration de la ECW. D'accord, mais j'ai l'impression que c'est encore pire en termes de catch hardcore, la CZW. Le début de la ECW, c'était plus ou moins la même chose. Hein. Ouais. C'est juste que les catcheurs de maintenant sont beaucoup plus catcheurs. Ouais. Donc du coup, en fait, les dingueries paraissent beaucoup plus dingueries, si tu veux. Oui. Mais oui, on va dire le début de la CZW, surtout dans le début des années 2000, là, ça va vraiment très très loin. Il y a pas que. Oui, mais eux, c'est peut-être les plus connus. Il y a XPW qui était très connu à cause des affaires backstage aussi. Et la ECW, dans les premiers temps, avec les barbelés, il y a quand même des trucs en feu, des punaises, New Jack. On va en reparler de lui. On va en parler, on est obligé. Donc, non, ça allait vraiment très loin. Et il s'est inspiré d'une autre chose qui se faisait dans un autre pays, de la FMW, de la Frontière Martial Arts. Quand tu dis il s'est inspiré, tu reparles toujours de Polyman. De Polyman, ouais. Il s'est inspiré de Atsushi Onita, qui a lancé le catch hardcore au Japon, lui. D'accord. Il a vraiment fait une révolution, le mec, c'était un truc de fou. C'était une dinguerie aussi au Japon, alors. Ouais, peut-être on essaiera d'en parler dans une vidéo, dans un sujet un peu spécifique. Mais je sais qu'un jour, tu as envie de faire une spéciale Japon. Oui, donc franchement, parler d'Atsushi Onita de la FMW, ce serait très intéressant. Ah, ok. Ça, moi, je suis pour si un jour tu veux faire 1, 2, 3 émissions spéciales Japon en les dispatchant, tu sais, à différentes dates.
Moi, je sais que c'est ton créneau que t'aimes bien aussi. Et comme on essaie de faire découvrir le catch à certains de nos abonnés, parce que je sais que pour discuter avec quelques-uns d'entre vous, bah, vous êtes encore novices dans votre carrière de fan de catch. Moi, si tu veux parler du catch japonais, ce sera avec grand plaisir. Ouais, on essaie de trouver des créneaux un peu sympas, un peu ludiques, parce que si on balance que des noms, on va dire, Ça va pas être intéressant. ça sera pas intéressant. Faut trouver un sujet qui relie un peu le tout. Et donc, pour revenir sur le fait que ça a été très marquant, donc il y a ça. Il a fait venir en fait, je vais faire un lien avec notre émission WCW. Vas-y. Quand j'ai dit que Bischoff, il a mis à la télé ce qui n'était pas vu en Amérique du Nord. Donc, les gros high flyers, les Mexicains, les Japonais, les gros techniciens et tout ça. Et ben, en fait, Polyman l'a fait avant. Parce que tous ces mecs-là, ils sont passés par la ECW. Ah, si tu me permets, moi, quand j'ai regardé le roster global de la ECW, les noms qui sont passés par la ECW, c'est un truc de dingue quand même. Bah oui, c'est un truc de dingue. Mais comme tu disais, comme la fédération, dans les débuts, elle était diffusée ultra tard le soir, en mode local, en machin. C'est plus c'est une fédération qui a eu une aura grâce au smart. Donc je sais que c'est péjoratif de dire smart et Marx, mais en fait c'est les énormes fans de catch, surtout de Philadelphie, qui étaient là tous les soirs, ils étaient à la ECW, dans le bingo hall. Et ben en fait c'est le bouche à oreille qui a amené dans les débuts d'internet à ce que ça a été ultra partagé. Et en fait ça a donné une aura exceptionnelle à la ECW. Et à quel point que on va en parler de le premier angle d'Amazon de la ECW qui En 97. En 97 qui est arrivé à la WWF. On va dire les shows d'avant, il y avait le King of the Ring en 95 qui se passait à Philadelphie. Et durant un match entre Mabel et Savio Vega, il comprenait pas, il fait pourquoi ils chantent ECW, c'est con là. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Et en fait, heureusement qu'il y avait des mecs qui s'intéressaient un peu à tout. Notamment Shane, je crois. Notamment son fils Shane McMahon et Bruce Pritchard qui lui ont expliqué ce que c'était. Parce qu'il faut savoir que, alors ça a déjà été dit, mais Vince McMahon ne regardait pas de catch. Non, même il ne regardait que la WWE. Voilà, pas de film, pas d'autres catch que la WWE, pas de trucs. Donc lui, ce qui se passait en dehors, il connaissait pas. Ouais, des putain, on a un match génial entre Mabel et Savio Vega et les mecs ils sont. Ouais, il y a au moins, c'est au moins 0,5 étoiles dans le ring. Voilà. Parce que Mabel, c'est viscéral, les amis, hein, pour ceux qui ont pas Big Daddy V, paix à son âme d'ailleurs. Big C'est Daddy V. son push infâme et on est dans l'une des pires années de la WWE. Ouais, où il est King of the Ring. Voilà, c'est ça. Où c'est magique. Ouais, non. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire est-ce que c'est possible de faire un petit peu de chronologie avant, parce que ça s'appelle pas tout de suite Extreme Championship. Ça s'appelle le CW, mais c'est pas je vais vous raconter comment ça est arrivé. Comment ça naît. né. Donc en fait, de base, c'est une fédération affiliée à la NWA encore, c'est un territoire. Donc on en avait parlé dans l'émission de la WCW. Voilà, donc en fait, la fédération s'appelait Eastern Championship Wrestling. Déjà basée à Philadelphie. Basée à Philadelphie. Le gérant, c'est Todd Gordon. Oui. Et en fait, c'est une fédération qui prenait on va dire, des anciens noms WWF qui ont très 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 bien marché. Parce que leur premier champion, ce fut Jimmy Snuka. Ouais, Jimmy Superfly Snuka, ouais. Et il a affronté un de ses rivales de la WWF, qui est Don Muraco aussi. Il y a du Terry Funk qui passait beaucoup là-haut, qui va continuer à y rester. Est-ce que tu m'autorises à faire la liste des catcheurs, ou tu veux que je la fasse un petit peu après? Un petit peu après, on la fera quand on arrive à la ECW. Je vais quand même juste redire que Jimmy Snuka, c'est par exemple c'était pas n'importe qui quand même à l'époque. Ah non, c'est l'un des plus gros noms. C'est le premier catcheur à avoir affronté l'Undertaker à WrestleMania par exemple. J'en parle dans une de mes émissions spéciales WrestleMania. Voilà, WrestleMania 7. Et le truc, on va pas parler des polémiques sur Jimmy Snuka, mais je parle pas du personnage, moi je parle du catcheur. C'est l'un des personnages les plus populaires. Il doit être la 3e, 4e place derrière Hogan. Moi, ce que j'aime bien dans nos émissions, Messiah, c'est qu'on essaye toujours de rester en dehors des polémiques. Et sauf si l'émission est faite pour. Bien sûr. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis extrêmement content, et je l'ai déjà dit, que quand on a fait l'émission sur Kane, on n'a pas parlé de bord politique de Kane. Ça, c'est un truc qui, pour moi, est important. Et même, ça ne regarde pas. Parce que je ne veux pas on est là pour faire de parler de catch, et pas de politique. C'est ça. Et ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et ben, on continuera de le faire. Sauf si, comme tu le dis, si c'est pertinent dans l'émission. Voilà, pertinent dans l'émission. Un jour ou l'autre, on va parler de Donald Trump à WrestleMania. On va en parler un jour ou l'autre, de toute façon. Mais en restant loin du personnage politique. Ça ne nous regarde pas. Donc, j'en étais où? Excuse-moi, on parle de Jimmy Snuka en dehors de la polémique. Oui, donc on parlait de la Eastern Championship Wrestling pour faire la chronologie de la fédération. Et en fait, notre ami, Polyman, Ted Gordon. Todd Gordon, oui, il veut donner un second souffle à la fédération parce que c'est vraiment qui vient son local. Il aimerait faire grandir. Fait une petite fédération qui arrive à attirer des beaux catcheurs.
c'était booké par Eddie Gilbert. Aussi D'accord. Ça me dit quelque chose. C'est l'une des légendes du catch aussi. D'accord. Donc c'était lui qui bookait à l'époque. Et en fait, il avait Eddie Gilbert, c'était quelqu'un qui savait très bien booker dans le ring, mais pas forcément booker et mettre en avant des personnages. Il avait un peu de mal là-dessus, de ce que j'ai lu. Et en fait, oui, parce qu'on a peu d'images là-dessus. Voilà, on a peu d'images. Et en fait, c'est Todd Gordon, il voulait chercher justement un booker supplémentaire pour aider à faire développer des storylines et des personnages. Et, coïncidence, Paul Heyman se fait virer de la WCW. Paul Heyman qui a été manager de Mark Calloway à la WCW, non? Et manager de Steve Austin aussi. Impressionnant. Voilà. Parce qu'il y avait il avait son clan qui était la Dangerous Alliance, où il y avait Steve Austin dedans. Ouais. À la WCW. À la WCW, avec son personnage de New-Yorkais, gros manager, où il avait un téléphone. C'était l'avocat un peu. Ouais, mais ce qu'il a toujours été. Oui. Mais à l'époque, en fait, souvent, un manager, il avait souvent un objet un peu marquant, comme Jim Cornette qui avait sa raquette. Oui. Paul Heyman, il avait un téléphone portable. Ouais. À l'époque, ça n'existait pas, donc il avait un genre de gros combiné de téléphone, il se promenait avec, quoi. Il était détestable, hein. Il était détestable à se faire. Mais il fallait qu'il soit détestable. Oui, il fallait. Et en fait, il avait commencé même à avoir un peu d'influence à la WCW, sauf que le board, plus les officiels, ne le supportaient pas parce qu'il était trop vocal. On est en quelle année à peu près? 93. Donc c'est après que Jim Crockett a vendu ses parts à Turner. Par contre, les amis, quand on dit qu'il a été manager de Mark Calloway, là, on est au début des années 90 parce que le Taker commence en 91. Voilà, non, mais je précise bien. Mais Paul Heyman, en fait, il était encore sous contrat WCW, sauf qu'en fait, ils l'ont poussé dehors parce qu'il était trop vocal. Et en plus, là, on commençait sur l'ère Turner. Donc du coup, des gens de la télévision mainstream et tout ça, ils voulaient pas d'un mec comme lui parce qu'il était trop extrême. Ouais. Voilà. Il voulait pas qu'il soit. En fait, il était pas dans le cadre de Nitro. Ça les intéressait pas qu'il soit là à Nitro. Fallait s'en débarrasser avant. Même bien avant. Bien avant. Et en fait, Todd Gordon, le promoteur de la Eastern Championship Wrestling, le recrute. Et en fait, les deux en discutant, il dit ah oui, j'aime bien ce que tu fais, machin. Et Paul Heyman lui dit moi j'ai une idée, on va secouer. On va essayer de. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le coup de pied dans la fourmilière. Et en fait, la fédération, comme j'ai dit, était encore affiliée à la NWA. Et après que Ted Turner a racheté tout à Jim Crockett est retourné, on va dire, dans les offices de la NWA. Donc, je récapitule quand Ted Turner rachète la WCW à Jim Crockett, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et donc Jim Crockett, je l'avais dit dans la WCW, c'est un officier de la NWA, de l'Alliance de tous les territoires. Et en fait, forcément, comme il a plus la WCW qui appartient à Turner et que Turner en plus a tout dégagé de la NWA, lui il décide d'essayer de continuer à faire vivre la NWA en fait. Donc la NWA, on l'a déjà dit, on va le redire. La National Wrestling Alliance. C'est une association de territoires. C'est l'association des promotions dans les territoires. Voilà. Et là, on est plus au niveau de l'Est des États-Unis. Territoire de New York, territoire Pennsylvanie, territoire... Ouais, voilà, c'est ça. On est dans ce côté-là. Et en fait, Jim Crockett, il voit que la Eastern Championship Wrestling, ça marche bien, qu'il y a des nouveaux bookers, qu'il y a des mecs qui veulent faire bouger les choses, donc du coup, lui, il veut continuer à s'allier à ces mecs-là. Et en fait, Paul Heyman et Ted Gordon décident de faire un screwjob. Donc, vraiment, de se débarrasser, eux aussi, de n'être plus affiliés à la NWA. Donc, il y a un tournoi qui va être organisé pour couronner le nouveau champion NWA, justement. Oui. Donc, vraiment, le gros titre NWA que Flair a eu, tout ça. Et de le faire gagner par le champion de la ECW, de la Eastern Championship Wrestling, qui est Shane Douglas. Donc à la fin du tournoi, Shane Douglas gagne, et Shane Douglas, il va être très connu grâce à ça, on va en parler de Donc le but, c'était qu'en fait, le champion de la ECW, je vais utiliser le nom là, même si c'est pas encore celle qu'on connaît, en étant champion NWA, il continue à promouvoir la NWA. L'idée des territoires et tout ça. C'est ça. Mais c'est plus ce que veut Paul Heyman et Todd Gordon. Et donc Shane Douglas, c'est un catcheur, on va en parler, parce que c'est quand même c'est lui qui va avoir le règne le plus long de la Extreme Championship Wrestling, et il va marcher un petit peu à la WCW, mais ce mec-là a été connu parce que il est très 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 vocal. Voilà, il est détesté par énormément de catcheurs, parce qu'en fait le mec, il fait que des shoots en fait. Il fait que ses promos en général, beaucoup d'insultes, beaucoup de promos, il fait beaucoup d'injures, et il sort souvent, il y a le script, il s'en bat les couilles. Ouais. Voilà, littéralement c'est ça. Et le mec là, par contre, il était très populaire pour la ECW. Donc il gagne, il prend le titre de la NWA dans les mains, et là il fait j'en ai rien à foutre de ce titre, c'est un titre de vieux has-been, il le balance dans le ring,
Mais Jim Crockett et les officiels de la NWA, ils étaient pas au courant, ça. Hein. D'accord, ouais. Pour eux, c'était... C'est vraiment un screw job. Hein. Quand Shane Douglas était champion, pour eux, c'est bon, c'était parti, Ouais, ça c'est va nous bon. redonner une image. Il balance, il dit, j'ai plus besoin de ce titre-là, moi je vais devenir le champion de la Extreme Championship Wrestling, donc c'est là où le nom change. C'est Voilà. plus Eastern, c'est Voilà, Extreme. voilà, donc du coup il le change, et il dit, moi j'ai pas besoin d'être champion de vieux d'une fédération qui est déjà morte depuis 7 ans. Parce que pour lui, elle était morte depuis le moment où Ou Jim Jim Crockett, Crockett a vendu à Turner la et WCW. même encore avant, en fait, Ouais, même quand avant, il était lié déjà à Turner Portrait. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, donc ça fait un énorme choc. Todd Gordon, il va partir un peu, qui était le président complet de la LCW. Lui, il va partir en procès avec les officiels de la NWA. Ah, ça a été jusque-là quand même. Ah oui, bah oui, parce que c'est quand même un coup de pute, hein. Voilà, non, forcément. Parce que malgré tout, ils ont quand même utilisé un peu le nom de la NWA pour se mettre un petit peu en avant. Exactement. Parce que ça a été Ouais, fait sur bien une sûr, grosse bien sûr. scène, et la NWA, même si c'était plus que c'était quand même quelque chose qui portait, quoi. Voilà, et là, ils ont littéralement chié dessus, quoi. Voilà, quand t'as un catcheur qui prend le titre de la NWA avec tout le linéage qu'il y a, et qui le balance limite à la poubelle devant tout le monde, et qui dit que je veux pas de ce titre De merde. de Ouais, merde, pourri, ouais. et que je vais devenir le champion de ma propre de ma fédération, bah ouais, c'est quand même un choc, quoi. Donc quand il fait ça, la ECW, maintenant on peut enfin le dire, ECW, on va arrêter de dire le nom complet, elle est plus affiliée à des territoires, là, du coup, elle devient un petit peu indépendante. C'est une vraie fédération indépendante, du coup. Donc, on parle de fédération indépendante au même niveau, au même niveau, pas notoriété, mais que la WWF, que la Pour te faire un WCW. parallèle, on va dire, dans un truc un peu plus récent, à l'époque, on va dire, de notre génération à nous, donc entre la Russell Aggression Era, que c'est là où on a commencé, et PGRA. la génération intérieure, quoi. Ouais, ok, ouais. Cette période-là, il y avait la Ring of Honor et la TNA. Oui. Donc des fédérations. La TNA n'était pas une fédération indépendante, parce qu'il y avait quand même des gros moyens derrière, mais il y avait la Ring of Honor qui était une fédération indépendante. Et ben la ECW, c'est le chemin un peu entre les deux. D'accord, ok. Et de toute façon, ces deux fédérations-là, surtout la Ring of Honor, c'est aussi un héritage de la ECW. Et bien sûr, c'est ce que tu vas en parler un petit peu de ça aussi. Voilà. Je te laisse reprendre, du coup, parce que je t'ai un peu coupé dans ton élan avec tout ça. Non, c'est bon. Moi, j'avais fini. Tu avais fini le tour par C'est- rapport à la création de la ECW. Voilà, c'est ça. Le truc qui va vite arriver, c'est que Todd Gordon, lui, il va vendre à Polyman. Ouais. Polyman va devenir totalement le honneur plus booker de cette fédération. Ouais, il va être tout, Polyman, Il va être entre tout. guillemets. Voilà, Todd Gordon, il est affilié avec lui, mais après, il va lui vendre. D'accord. Et là, après, c'est plus que Polyman qui est au-dessus de tout. Puis au-dessus de tout. Et c'est quand parce que leur premier pay-per-view, c'est Barley Légal à C'est la... en 97, donc c'est pas tout de suite. Ah hein. oui, donc c'est pas tout. Donc qu'est-ce qui se passe? On continue à faire des shows un petit peu... Bah, le Polyman, il décide alors déjà il essaie de conserver les créneaux télé qu'avait la Eastern. Il va essayer d'en trouver des nouveaux. Ça va être très compliqué parce que justement, comme il va mettre en avant les cassages de code, le catch hardcore, le sang, le cul aussi. Oui, le C'est cul. là, Oui. c'est le premier qui va commencer à mettre des catcheuses vraiment très 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 sexy en Puis avant. lui, c'était pas édulcoré. Lui, Non. ça, vas-y, quoi. Ouais, bah, Surtout pour le sang. Voilà, surtout pour le sang, et même pour le cul, désolé. Il y a une anecdote très célèbre, sauf que normalement, ils ont eu un souci durant le show qui était diffusé, dans un show qui était diffusé en live. Je sais plus, il y avait dû avoir un problème avec les générateurs électriques, des trucs comme ça. Et en fait, pour faire patienter le public, pour pas qu'il y ait une émeute, parce que le public a aussi voulu, on va en parler, il a envoyé l'une de ses catcheuses les plus sexy faire un striptease en ring. Mhm. Mhm. Vraiment pour... Mais alors, pour en parler un petit peu de Polyman, avant qu'après on revienne un peu plus sur les différentes rivalités qu'il y a pu avoir et qu'on parle un petit peu du roster, pour parler à Polyman, il faut savoir que Polyman, c'était un très mauvais gestionnaire en termes financiers. Oui. Mais par contre, il avait un pouvoir de galvaniser ses troupes. Autant C'est que les fans impressionnant. que ses troupes. Mais là, tu utilisais le mot parfait, c'est que dans les backstage de l'ECW, c'est reconnu, c'est qu'il arrivait, c'était une armée en fait. Il arrivait vraiment à, comme tu dis, galvaniser ses mecs au point que les gars, ils se saignaient pour la fédération. Ça arrivera quand le CW va mourir, alors que lui, il commençait déjà à faire des business avec la WWF parce qu'il savait que c'était bourré de dettes et que ça allait... Et puis ça lui permettait de continuer à payer les catcheurs. Ouais, et même pas. Ouais, mais et que justement, il y a une affaire sombre avec Tommy Dreamer, où Tommy Dreamer, lui, il a hypothéqué toute sa maison, la maison de ses parents, et qu'en fait, il essaie de faire vivre avec sa vie, littéralement sa vie, la fédération. Oui, parce que Tommy Dreamer, c'est le C'est cœur vraiment le cœur et l'âme de la Ouais, WCW. Mais moi, alors si vous voulez une idée des discours de Polyman, il en fait un pendant l'invasion, où il y a Stéphanie et Shane qui parlent, Oui. et lui, il est derrière, il est à genoux, je crois, où il a la casquette, on voit à peine le visage, à un moment, il se lève, et il fait un discours
justement motiver les troupes. En plus, je me souviens exactement de ce segment parce que la promo de Shane et de Stephanie, c'est pourri. Ouais. Et en fait, quand Polyman prend le micro, c'est exceptionnel. Voilà. Et c'est vrai que sur ça, et ça aurait été un super coach de foot pour parler. Ouais. Il avait, et ça, je sais que ça a toujours été reconnu, et même je crois que c'est les deux de l'équipe qui disent, on était prêt à partir à la guerre pour ce mec. Littéralement. Et pour refaire les petites anecdotes qui ont déjà été dues, il faut savoir qu'à cette époque-là, quand vous achetez un DVD de la ECW, eh ben, c'était les deux de les boys qui l'envoyaient, qui l'emballaient. Si vous achetez un t-shirt, c'était sûrement C'était Tommy Dreamer. Voilà. Il avait vraiment un pouvoir auprès de ses catcheurs qui était énorme. Voilà, c'est un comparatif avec McMahon. Ouais. Mais je pense Parce que McMahon, c'était la différence. McMahon, il était assez tapé. Quand il voulait demander des trucs extrêmes à ses catcheurs, il montrait qu'il pouvait le faire lui. Oui, bah il y a la petite histoire avec, je crois, Pat McAfee ou c'est avec le Gronk. Non, le Gronk avec ou à Rob 70 ans, il prend le même bump. Parce que voilà, le Gronk avait peur de le faire. C'est un joueur de foot américain. Le Gronk, excusez-moi, j'ai plus le nom exact. Gronkowski ou un truc comme ça. Et par contre, lui, il a été le faire à 70 ans pour lui montrer, moi, tu vois, je te montre ce que c'est. Voilà. C'est ce qu'il faisait. D'ailleurs, il paraît alors que Polyman, non. Polyman, il avait pas. Il pouvait pas. Ça, juste à la parole, il arrivait à faire des trucs de dingo. Assez catcheur. Bah, la petite anecdote, et après on va faire notre première petite pause si t'es d'accord. Ouais. La petite anecdote de quand Shawn Michaels descend en rappel, je sais plus à quelle WrestleMania, Vince McMahon l'avait fait dans la journée. Bah ça va à Mania 12 quand Shawn Michaels devient champion. Voilà, et ben Vince McMahon l'a fait dans la journée pour montrer à Michael, tu vois, tu peux y aller. Moi je l'ai fait, tu peux le faire. Ouais, il aurait dû faire celui d'Owen Hart. Mais bon. Oui, ouais, ça ils auraient ça purée, ça j'aimerais bien qu'un jour tu expliques un peu tout ce qui s'est passé. Oui. Ça marche? Alors, mais ça y est, on revient de notre petite pause vite fait. Hein. Vous, les amis, il n'y en aura pas des pauses, vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le premier pay-per-view Barley Legal 97, c'est ça, arrive aussi tard? Eh ben, je l'ai déjà un peu commencé à l'expliquer, donc je vais le dire clairement. Comme déjà, ils se sont désaffiliés de la NWA. Donc, du coup, ils avaient moins de soutien, vu que c'était une fédération pure indépendante. Plus tout ce que Polyman va faire dans son influence dans le monde du catch, comme on a dit, au niveau de l'extrême, au niveau du cul, au niveau des paroles, du match et tout ça, et ben ça faisait fuir beaucoup de diffuseurs. Il a fallu vraiment poser son produit, construire son produit, ses storylines, ses stars. Avoir un public qui va lui permettre, en fait, que certains puissent lui faire confiance. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il a fallu 3 ans pour ça. Voilà, c'est ça, 3-4 ans pour ça. Alors, par contre, je l'ai dit tout à l'heure, moi, est-ce que je peux faire une petite liste exhaustive pour vous rentrer bien compte, les amis, des catcheurs qui sont passés par cette fédération-là? Ouais. Et comme ça, après, on peut faire comme ça, et je pourrais un peu parler de comment ça va se. Alors, là, je vais faire la liste complète, parce qu'on va pas s'arrêter sur chaque nom, sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est vraiment pour qu'on voit qu'il y avait des noms qui étaient vraiment mainstream. Oui. Après, Voilà, après il y a quelques noms. Je veux que t'en parles un petit peu. Hein, quand je m'arrête, tu parles du nom. Là, je vais parler d'un peu des 3 ans qui va amener à parler Legal. Ouais, voilà, de toute façon. Moi, j'ai noté Brian Pillman. J'ai noté Cactus Jack. Cactus Jack, c'est Mick Foley. De toute façon, il en parle quand il vient faire sa feud à One Night Stand 2. Il en parle de ça. J'ai noté Chris Benoit. J'ai noté Dusty Rhodes, le père de Cody. Ouais. Y2J, qui est passé. Eddie Guerrero. J'ai noté les Hawk et Animal, la Legion of Doom qui est passé par là aussi. Jake Roberts, Jerry the King Lawler, Jimmy Snuka, on l'a dit. Kevin Sullivan, Len Storm, Rey Mysterio, Marty Jannetty, les Steiner Brothers. J'ai noté Sid Vicious, donc c'est Psycho Sid, c'est ça. C'est ça. Voilà. J'ai noté Stone Cold Steve Austin et le British Bulldog. Ça, c'est ceux que j'ai notés. Il y a aussi ceux que j'ai pas notés. Ah oui, parce que même t'en as. Bah forcément, tu pouvais pas tout noter parce que sinon ça faisait une liste de 100 noms. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant dans ta liste, c'est qu'en fait, il y en a, c'est seulement des passages, mais il y en a, ils ont été construits là. Oui. Et où ça leur a donné un tremplin. Et j'ai pas noté les ECW originales, hein. Oui. Voilà, là, je t'ai vraiment noté. Mais certains que tu as noté, là, on va dire de base, au territoire des États-Unis, c'était des ECW originales. Oui, bien sûr. La Y2J, c'est, on va dire, il était à Smoky Mountain Wrestling, des trucs comme ça. Il est parti au Japon. Mais avant d'aller à la WCW, il était à la ECW. D'accord. Rey Mysterio, pareil. C'est ce que je disais, en fait, c'est que Bischoff a vampirisé tous les mecs de la ECW qui pouvaient mettre à la télé pour sa création de cartes, comme on avait dit, que le début ça devait être Live Flyer, après les techniciens et tout ça. Il a tout Et parce que le problème, c'est que dès que ces mecs-là étaient un peu over, Polyman n'avait pas l'argent pour les payer plus. Non, il avait pas l'argent. On est vraiment, j'aime bien faire des analogies avec le foot parce que je suis fan de foot. Là, on est vraiment finalement sur un petit club de Ligue 2 qui a des pépites qui pop
Et à un moment, bah forcément, Il s'est fait voler, voilà. tu peux pas les garder. Pour lui pique. Tu peux pas les garder. Mais moi, j'aimerais bien que tu parles un petit peu. Alors, je sais que Pillman, c'est assez court. C'est assez court, même Austin, c'est assez court. Alors, Austin, c'est même que des promos quasiment, non? Non, il y a des matchs. Il y a quand même quelques Il y matchs. a des matchs. Si ça se dérange pas, on va y arriver après. C'est un petit peu après Austin. C'est durant ces 3 années-là. Mais D'accord. Je voudrais retracer un peu ces 3 années-là pour arriver à Barley Legal parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Alors, vas-y, commence 94. Alors. Voilà, c'est à 94. Donc, comme on a dit, le premier champion, c'est Shane Douglas. Il va perdre son titre assez rapidement contre Sabu. Ok, Sabu, c'est l'un des premiers vrais gros noms que Polyman a mis en avant. d'accord. Parce qu'en fait, et certains, ça va être des transformations de gimmicks. Parce que Tommy Dreamer, Taz, était déjà à la Eastern Championship Wrestling. Il faisait déjà partie du roster, Shane Douglas aussi. Shane Douglas, il a eu un passage aussi à la WWF où il s'est fait enterrer par Shawn Michaels. Parce qu'en fait, les mecs de la clique l'aimaient pas. D'accord, Voilà. ok. Et en fait, il va donner une dimension à ces mecs. C'est pour ça que je veux parler de ces 3 ans, parce qu'en fait, il a réussi. Sandman aussi, il faisait partie aussi de la fédération. Et en fait, il va changer la gimmick de la plupart de ces personnes, de ces gars-là, pour en créer vraiment des visages extrêmes. Donc c'est pour ça que je vais faire une liste un peu exhaustive. Donc le Taz, par exemple. Taz, c'était le Taz, il se faisait appeler Tazmaniac. Donc vraiment la bête de Tasmanie, comme vous connaissez des animés Taz. The Human Suplex Machine. Non, c'était pas Ah, ça. c'est pas que ça encore? Non, c'était vraiment un mec un peu, on va dire un peu face, vraiment un personnage pas très intéressant, avec l'aspiration de la Tasmanie. Et il va en créer la Human Suplex Machine, il va en créer le monstre que c'est devenu. On en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Un peu petit, t'avais dit. Où comme il était petit, il a jamais marché autre que la ECW. Il a eu des petites carrières, mais il pouvait pas être un monstre à la ECW. Polyman, il a réussi à le booker et à faire un promo tout autour de lui pour que ce soit la bête la plus dangereuse du roster, quoi. Donc vraiment un mec terrifiant avec une prise de soumission qui peut tuer. Donc la Tazmission, qui est une vraie prise de judo, hein, de soumission de judo. C'est le kata Jime, un truc comme ça. Le Sandman, de base, c'est un surfeur. Ouais, ah oui. Quand tu le vois après. Ce qui va garder du surfeur, c'est les cheveux blonds et c'est jogging de surf là. Mais c'était un peu l'amoureux de la bière avant Steve Austin, le Sandman, quand il le c'est fait. le père de la bière, lui. Hein. Sur ça, Steve Austin, Steve il l'a Austin, à popé. côté, au niveau de la bière, à la télé, c'est une fillette. Ouais. Parce que, je vais vous dire, donc il va transformer le Sandman, donc ancien surfeur, en pilier de bar. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, en pilier de bar, mais le pilier de bar le plus tapé que vous avez jamais rencontré. D'ailleurs, à Barley Legal, Sandman, il est un peu bedonnant, il est un peu machin. C'est bah pas oui. le physique du catcheur. Le qu'on Sandman, connaît. son packaging, alors déjà, c'est le Polyman aussi, ce qu'il va faire de génial, et c'est pour ça que c'était compliqué aussi à faire diffuser, c'est qu'en fait, on va dire les droits d'auteur, Rien à foutre, lui. il avait rien à foutre. C'est pour ça, excuse-moi, hein, c'est pour ça que quand vous regardez un show de la ECW sur le network, alors Tous les musiques sont changées. parce qu'en fait, ils avaient aucun droit. Non, il n'y avait aucun droit. Et forcément, le mec s'appelle le Sandman, donc si vous êtes un peu fan de métal, il y a Hunter the Sandman, Metallica. Il rentrait dans le ring avec ça, communion exceptionnelle avec tout le public. Le gars rentre dans le ring, dans une main, kendo stick et la cigarette, dans l'autre main, une canette, dans les poches, 6 canettes, et, comparé à Steve Austin, quand il ouvrait une canette, il la cul sec. Oui, parce que Steve Austin, il y a le birbache. Hein. Ouais, il y a le birbache. Alors que, non, Sandman, il buvait les canettes quand il rentrait dans le ring jusqu'au bout. Ouais. Et après, il se finissait la canette vide sur le crâne. Oui, d'ailleurs, s'il fait un... J'aime beaucoup l'anecdote du DVD de Christophe Barley Legal, Ajus, de où il Barley dit Legal. Si c'est un C'est un first blood. First Blood Man, il a perdu. Ouais, c'est Il peut pas participer. Parce qu'en fait, il s'est déjà fini la canette sur le crâne. Mais c'était quand tu vois tous les noms qui sont passés par cette fédération, elle était quand même importante, malgré tout. Oui, bah, c'est une image importante. Comme j'ai dit, c'est grâce aux fans qu'elle a Non, mais je parle dans le paysage pour les catcheurs. C'était quand même une alternative crédible d'aller catcher là-bas. Bah, la plupart voyaient ça comme un tremplin, en fait. De passer à la ECW, ça donnait une crédibilité. Parce que t'es allé dans un roster assez sauvage, avec un public assez On sauvage. va en parler un peu du roster. Voilà. Et Pas du pourquoi. du pourquoi. Et en fait, du coup, après, ça le faisait un tremplin, parce qu'en fait, en passant à la ECW, à partir de 97, McMahon sait à partir de 95, 96, McMahon sait que ça existe. Et Bischoff savait très bien que ça existe. Parce que Bischoff, de toute façon, il a tout pris. Parce que lui, il a tout pris. Tout ce qui était bankable Voilà. à la ECW, Bischoff l'a pris. C'est ça. Après, à bien ou à pas bien, pour certains ça a marché, pour d'autres ça a pas marché. Voilà. Donc je vais continuer. Continue. La transformation des personnages. Donc Tommy Dreamer, ça va devenir un mec un peu plus. C'était un peu un face aussi lambda. Ça va devenir un mec un peu dur sur l'homme. Il n'a pas encore son personnage de cœur et âme. Lui, ce qui va l'emmener, c'est sa rivalité avec Raven. C'est ça. Un peu plus tard, ça. C'est durant ces périodes-là. Avant Barley Legal. C'est avant Barley Legal. Ah, ça ok. commence. Ok, La ok. grosse rivalité de 2 ans commence en 95. D'accord.
Il y a Raven qui était un ancien qui a passé par la WCW, qui est passé par la WWF et qui a décidé de créer totalement un personnage qui vient de lui. Ouais. C'est pas Polyman qui l'a Et créé. il est parti de partout, Raven. Il est Raven, parti il a ouais, été partout. Scott Levy. Ouais. Donc l'enseignement de Johnny Polo. J'adore justement la storyline qui l'emmène à la télé, à la ECW. On pourra en parler un petit peu parce que c'est une des storylines marquantes. On fera un petit point sur les storylines marquantes si tu veux bien. Bien sûr. Voilà. Donc Sabu, comme j'ai dit, l'un des premiers qui va mettre, donc un personnage de taper. Complètement. Sabu, je sais qu'on peut le trouver, il doit faire 2-3 matchs à la WCW à Nitro. Au début de Nitro. Oui, c'est ça. Et après, il finit. Il fait 2-3 matchs et il repart. Voilà, ça lui convenait pas, il revient à la ECW. C'est ça. Donc le Sabu, il a l'héritage du Chic. Bah, c'est Voilà. ouais. Il y a une saison que c'est l'un des Chics, parce qu'il y en a eu plusieurs des Chics. Donc des personnages un peu iraniens ou on va dire oriental. Donc il vient avec un turban, la tenue, tout ça. Les cicatrices. Et en fait, c'est ça, c'est un taiseux. Et en fait, il a un corps déjà à moitié détruit. Son surnom, c'est Suicidaire, de toute façon. J'adorais. Le suicidaire. Quand elle le présentait, c'était Liliane Garcia. Ouais. Quand elle le présentait au rip-off de la ECW, c'était ça. Par contre, c'était bien. C'était bien. Genocidal, Suicidal, Death Define Maniac, Sabu. Voilà, le suicidaire, le génocidaire et le trompe-la-mort. Le trompe-la-mort, le malade, ça. Ouais, ça quand même, c'était bien. Ouais. Donc il va le mettre vite en avant parce qu'il a un catch complètement fou. Ah oui. Parce qu'en plus, il tente des choses tellement ambitieuses qu'il les foire une fois sur deux. Les gens qui disent que Sabu ne savait que Butch, étaient d'accord avec ça ou pas? Moite-moite, c'est pas tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'il tentait des trucs tellement fous. C'est ce que je suis en train de dire, voilà, c'est qu'il tentait des trucs beaucoup trop ambitieux, en fait. Donc forcément, il se foirait une fois sur deux, parce que c'est pas humain de ce qu'il se tentait de faire. Ouais. Il allait loin. Il allait très loin. Très loin. Donc Shane Douglas, il va exploser au niveau du micro. Il va devenir The Franchise, c'est son surnom, ou vraiment ultra. Lui, c'est un gros talker, du coup. Vraiment gros talker. C'est son apogée à Shane Douglas, le CW. Ouais, franchement, ouais. Il a une petite période sympa durant les Rousseau, on va dire, à la WCW, dans les années 2000, où il a saigné en avant, mais il a jamais fait plus haut que la WCW, parce que là, c'était l'un des visages marquants. D'accord. Et derrière, dans ces 3 années, il y a plein de catcheurs que vous allez connaître, qui ont commencé. Donc, il y a la famille Dudley. Ouais. C'était pas les Dudley Boys. Non. C'était toute une famille. La Dudley Family. C'était la Dudley Family. Et en fait, par exemple, Bubba Ray Dudley, il arrive plus tard, en plus. C'est pas le premier des Dudley. Et quand il arrive, il se fait appeler Bubba Ray Dudley. D'accord. Parce qu'en fait, c'était un bègue, danseur, et redneck, en fait. D'accord. Le frère handicapé de la famille, si vous voulez. Il y a le père des Dudley, qui est Big Dick Dudley. Ça, j'ai pas jamais vu. Donc, Big Dick. Quand ils ont fait la traduction. Donc, c'était une famille, en fait, de... Redneck. Même au-delà du redneck, un terme... Sudiste. Ouais, pour faire poli. Désolé, des cassos, ok. Vraiment, c'est vraiment une famille cassos. D'accord, ok. Et donc, du coup, ils avaient un des frères, c'est Sign-Guy Dudley, en fait, muet, qui montrait que des pancartes. Il y avait... ça me fait penser au panda dans Ranman. Ouais, c'est un peu le principe. Ils étaient tous managés par Joel Garner, donc un nom ultra connu de la CW, aussi un gros tapé, vraiment au niveau du micro. Et eux, ils vont devenir, en tant qu'équipe et en tant que famille, limite les heels numéro 1 de la promotion. D'accord. Il y a d'autres qui vont être considérés heels numéro 1 comme Raven, comme Shane Douglas, mais en fait, eux, ils étaient à 2 doigts de l'émeute à chaque promo. Ah ok, ouais. Ça allait loin. Ça allait loin, ouais. Ça allait vraiment très loin. Il faut comprendre un peu l'anglais. Vous écoutez les promos des Dudley à cette époque-là, c'est violent, c'est violent. Ouais, c'est vraiment la moitié du public a envie de passer par-dessus le ring. On est loin donc c'est pas les Dudley Boys qu'on a connus à la WWE. Non, ils avaient le catch hardcore avec des tables et tout comme ça, mais on va dire les Dudley Boys, ils emmenaient vraiment des émeutes. T'as pas parlé de Devon, il était pas là encore? Si, il était là. Si, c'est lequel lui? T'as pas dit? Bah, il s'appelle Devon. C'est déjà Devon. Je crois que c'est Devon. Il me semble pas qu'il a un surnom. Et c'est pour ça que finalement la WWE a gardé parce qu'on disait qu'ils étaient frères. Ou demi-frères, je crois. Elle a gardé l'histoire. Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire de Dudley Family, c'est Big Dick Dudley, il a mis, désolé, ça dit partout. Ouais, oui, et puis il a mis les enfants partout. Spike était déjà là? Non. Non, parce que j'ai vu que par contre Spike a quand même fait partie du roster. Ouais, mais il arrive à la fin du roster de WCW. D'accord. La fin du roster de WCW. Oui, de original. Ok, voilà. Et donc, durant la création de ces personnages, là, dans ces 3 ans avant Barley il en avait des sacrés idées quand même, Poli. Voilà, c'est ça. Il va mettre en avant les noms les plus en avant. Il commence à avoir Van Damme aussi. Shane Douglas, Sabu, Taz, les Dudley, Raven, Tommy Dreamer. Ok. Et Sandman, j'ai dit. Ouais, Sandman, voilà, c'est vraiment les gros noms qu'il va mettre beaucoup en avant.
Certains ne vont pas être tournés autour du main event. Il y a vraiment que certains. Si vous regardez la liste des champions de ECW, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il a pas beaucoup tourné le titre. Voilà, là, il faisait des grosses storylines autour, mais le titre, il le donnait qu'à certains gars particuliers. Mais il arrivait à mettre over des trucs parce qu'on l'avait dit dans une émission sur Rob Van Dam, où Rob Van Dam est champion de télé, où tu dis, c'est toi qui le dis, c'est pas moi, que le championnat télévision était presque plus important que le championnat CW. Donc il avait quand même une capacité à créer des catcheurs et aussi à les booker sur le long terme pour en faire des stars. C'est ça. Si tu veux, on peut parler un peu des guests, parce qu'ils arrivent à cette période-là, avant Barry Beagle. On va parler de Pillman. Ouais. Donc Pillman, lui, il arrive à se faire virer. On en parlera un jour, parce que j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, ça va être trop long. Tu veux faire une émission sur Brian Pillman un jour? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Parce que s'il y a beaucoup de trucs à dire quand même. Ou alors peut-être sur l'émission un jour, excuse-moi, si on fait l'émission quand on fera l'émission sur Stone Cold, faire un gros aparté sur Brian Pillman. Pourquoi parce que j'ai pas envie de faire une émission complète sur Brian Pillman parce que ça a déjà été fait, ça m'embête. Ouais. Mais par contre, ça m'embête de la refaire. Mais par contre, faire un gros aparté sur lui, ouais, je serais pour. Ouais, voilà. Donc il arrive à la ECW. Après s'être fait virer de la WCW dans un plan en machiavélique où il a réussi à baiser Bischoff. Oui, parce qu'il lui a dit tu me vires. Vraiment, pour rendre le truc crédible. Mais on fait croire, alors tu me vires, mais vraiment, mais en fait c'est pas vrai. Entre nous deux on connaît, je reviens, et en fait il lui a dit Keket, je reviens pas. Il reviendra pas. Et il est parti à la ECW. Pour aller à la WWE. C'était là le personnage du Loose Cannon? Bah oui, c'est ça, c'est durant cette gimmick-là. Et donc du coup il arrive à la ECW, il fait des promos géniales, il arrive, c'est l'un des seuls mecs à réussir à retourner le public de Smart de la ECW. Vraiment, allez voir ses promos, on en parlera plus en détail, mais c'est génial. Donc il y a fait un tout petit passage, il a pas touché de titre, et je me demande même s'il a un match. Je sais que l'anecdote qui avait été dit dans notre podcast de FHA, c'est que de toute façon il voulait courir après le titre, je crois. Bah ça c'est plus Austin. Ah, c'est Austin qui avait dit ça. Voilà. Et puis même quand il arrive à la ECW, Polyman savait qu'il allait pas durer longtemps. Donc du coup, il l'a pas mis dans une storyline. Puis de toute façon, le but c'était pour Pillman, c'était de partir vers la WWE. Oui, c'est ça. Donc il lui avait pas promis un titre, rien du tout. Quoi. C'était avant son accident? C'était un peu avant son accident. D'accord, ok. Ok. Tu veux continuer sur les guests? Ouais, sur les guests, on va parler d'Austin. Ouais. Donc Austin, pareil, il se fait virer par FedEx, par la WCW. Donc il est enragé. C'est là où vraiment sa frustration et le fait qu'il soit acharné et que ça devienne une tête de con, mais dans le positif, commence. Donc Polyman le reprend parce que Polyman le connaissait très bien, ils avaient bossé ensemble à la WCW. Est-ce que c'est pas le premier c'est l'un des premiers Polyman Guy? Exactement. Steve Austin, c'est le premier gros nom Polyman Guy vraiment reconnu. Parce que Polyman, il a toujours su que le mec-là, il allait éclater un jour ou l'autre. Il s'est pas trompé. Hein. Il s'est pas trompé. Il s'est peu trompé quand même, Polyman. Très peu. Quand c'est lui qui décidait des mecs qui voulaient coucher, il s'est très rarement trompé. C'est important ça, ouais. Voilà, parce que des fois on lui impute des trucs qui n'ont pas marché. Par exemple à la WWE, on lui a mis Curtis Axel en tant que catcheur alors qu'il était son manager. C'est pas lui qui décide là. Mais ou Cesaro. Ou Cesaro, ça n'a pas marché, mais c'est pas de sa faute. Là, moi, je parle vraiment quand c'était lui qui décidait. Il s'est très rarement trompé sur, on va dire, sur les visages qui allaient fonctionner. On en parlera dans les autres guests où en fait il les a pris chez lui parce qu'il savait que les mecs allaient devenir des stars. Vas-y. Et donc du coup notre bon ami Steve Austin, il a encore les cheveux longs à l'époque. Ouais. Donc allez voir parce que tout le monde connaît Steve Austin de Stone Cold. Allez voir les Hollywood Blondes. Et donc du coup en fait il était très flamboyant, il avait les cheveux longs. Il commençait un peu à avoir la calvitie, donc en fait il avait un peu la coupe d'Hogan si vous voulez. Et il va beaucoup en jouer, il va faire des promos exceptionnels durant tout son run de la WWE, Steve Austin. Il va se foutre de la gueule d'Hogan, il va souvent être habillé comme Hulk Hogan, en faisant des promos, en se foutant de sa gueule. Donc il va se mettre un bandana, parce que comme il avait les cheveux longs blonds derrière, c'était la même chose. Il avait un sidekick, donc il se foutait de la gueule de Bischoff, son sidekick c'était Bongo McMichael, on se fout de la gueule de Mongo McMichael. Vraiment, des promos vraiment exceptionnels. Et des promos longues même. Et il va rentrer en rivalité par un autre mec que j'ai oublié de parler, qui a été créé totalement par le ECW et par Polyman, c'est Mikey Whipwreck. C'est un nom très important pour la ECW parce que Polyman, en plus d'avoir lancé les catchs mexicains à la télé aux États-Unis, en plus d'avoir lancé les techniciens, de faire venir des mecs qui sont devenus des stars, il a plus ou moins créé l'un des premiers gros underdogs aux États-Unis. Donc vraiment l'un des premiers gros underdogs. D'accord. Qui est Mikey Whipwreck, un mec qui n'avait pas le physique des autres catcheurs, ouais. Qui avait un peu un visage, pas très beau, en fait, lambda, en fait, c'était Monsieur Tout-le-Monde, mec. D'accord, ouais. Pas très grand, qui avait pas spécialement un vrai outfit, des t-shirts un peu de geek, des choses comme ça.
Et en fait, il l'a mis en avant en tant qu'underdog. Donc c'est vraiment le daron, si tu veux, de Sami Zayn, de Rey Mysterio, de tout ça. C'est le papa des underdogs. C'est le papa des underdogs. Et Paul Heyman l'a vraiment, et toute sa storyline est ultra intéressante parce qu'il va atteindre le titre quand même. C'est quand même incroyable, Paul Heyman. Et il va mettre Steve Austin face à lui parce que le champion de l'époque, c'est Ricky Buckley, qui a réussi à devenir champion, et Steve Austin va le prendre en chasse. Et c'est pour ça, et en plus, le Paul Heyman voulait que Steve Austin devienne champion à la fin de la rivalité. Et quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, sauf qu'Austin, il a dit non, moi je veux courir après, parce qu'il se doutait bien qu'il allait à la WWE. Oui, et que s'il avait le titre, ça aurait été un peu plus compliqué, ouais. Donc ils vont faire une rivalité hyper cool, et c'est de là d'où vient le finish de notre bon ami Steve Austin. Donc le finisher légendaire, qui est le Stone Cold Stunner, il l'a piqué à Mikey Whipwreck. D'accord. Qui s'appelait le Reaper Snapper. Ok, ça c'est incroyable. Ouais, c'est quand même ouf, hein. Tu peux continuer un petit peu sur les guests, parce que moi j'ai vu qu'il y avait Rey Mysterio, Eddie Guerrero, tout ça c'est des catcheurs des passages éclairs. Oui, c'est des passages éclairs. Si, il y a quand même Rey Mysterio, il y a une grosse rivalité à l'ECW avec Psychosis. Ouais. Donc une série de matchs, plus qu'une rivalité. Catcheur mexicain. Catcheur mexicain, voilà, c'est ça. Donc il va les mettre en avant. Eddie Guerrero, pareil. Jericho, il aura un petit run aussi en tant que Lionheart, Chris Jericho. Chris Benoit, il va énormément le pusher. Lui, il a un vrai run, en fait. C'est entre ces deux passages WCW. Parce que Chris Benoit, il a été à la WCW avant le rachat par Turner, donc dans les débuts des années 90. Il va avoir son run ECW, et après, il va revenir durant l'époque Nitro. D'accord. Voilà. Et c'est à la ECW que son surnom de Crippler Crossface va arriver. D'accord, le Crippler, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Et tu veux l'anecdote, pourquoi? Oui, oui, oui. C'est dans un match face à Sabu, où en fait, c'est un bon match, sauf qu'évidemment, Sabu, il veut faire une dinguerie. Et mais dans le match, et du coup, Chris Benoit s'y attend pas, et en fait, il lui brise la nuque. Putain. Chris Benoit était inconsolable, parce qu'en fait, c'est malgré qu'il soit ultra intense, assez bourrin, il était très safe dans le ring, donc du coup, en fait, il était terrorisé d'avoir cassé le cou à quelqu'un. Sauf qu'en fait, Paul Heyman est venu, il fait, c'est génial, on veut te pusher en tant que gros heel bourrin, c'est parfait, on va t'appeler le Crippler. T'as réussi à crippler Sabu. Et ça a lancé la gimmick de Je suis captivé, les amis. Je regarde Messia, je l'écoute parce qu'il raconte des choses que même moi, je ne connais pas. Ouais. Et je trouve ça tellement intéressant. Vraiment, c'est un peu décousu cette émission, mais en fait, la WWE, c'est décousu. Ben, c'est pour ça que je suis content. C'est un peu intéressant. Et avant d'arriver à ce que avant de parler légal, on va parler d'un truc très important, mais juste avant, il faut quand même que je te fasse une des rivalités les plus mythiques de la ECW. C'est la rivalité Raven-Tommy Dreamer. Alors, Raven, tu as dit tout à l'heure, il était déjà un petit peu partout. Est-ce que finalement, c'est pas son plus haut à Raven, à la ECW? C'est aussi son plus haut, ouais, parce que c'est là où il va être champion du monde. C'est là où il va mettre, comme on a dit, le top heel pendant très longtemps. Donc, explique la rivalité. Donc, en fait, c'est pendant plusieurs semaines, Tommy Dreamer, il est en rivalité avec Steven Richards. Steven Richards, dans sa carrière, il va très souvent être un homme de main de Raven. Steven Richards, il va créer la BWO derrière, la Blue World Order. Puis Steven Richards, il faisait pas partie du flock à la WCW de Raven. Si. C'est lui qui se grattait, non? Non, c'est Vicky Lane. Pardon, Steven Richards, il a fait partie du Nest, mais pas du flock. D'accord, ok. Voilà. Steven Richards, il a fait partie du Right to Sound. Oui, bah ça je le sais. Ouais. Parce qu'il est avec Victoria souvent dans les matchs. Exactement. Donc cette rivalité, en fait, commence, c'est que Tommy Dreamer, il n'arrête pas d'affronter Steven Richards. Et Steven Richards, il n'arrête pas de teaser l'arrivée d'un mec. Il dit le vrai Johnny Polo arrive. Et en fait, les fans de CW, ils comprennent pas trop parce que Johnny Polo, c'est le dernier personnage de Raven à la WWF. À la WWF, ouais. Donc un gosse de riche, quoi. Ouais. Voilà. C'est littéralement ça. Et en fait, ils comprennent pas, il fait tu arrêtes pas, le vrai Johnny Polo arrive, donc des fois il arrive déguisé en Johnny Polo, donc en personnage de la WWF, Steven Richards. Et Tommy Dreamer comprend pas, et en fait, on se rend vite compte qu'il le connaît, mais on sait pas pourquoi. Et en fait, Raven arrive, donc pareil, le ciel, le packaging, il est exceptionnel, c'est le visage du grunge. Oui. C'est Kurt Cobain. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les cheveux longs. Il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Comment ça s'appelle, la chemise à carreaux attachée autour de la taille, les Doc Martens, le jean troué, t-shirt de geek, veste en cuir. T-shirt même de hard rock. De hard rock, ouais, voilà. Ouais, des fois, il y avait des t-shirts de comics, des trucs comme ça. Et grand fan de comics d'ailleurs, Raven. Oui, grand fan, ouais, c'est pour ça. Et en fait, Raven, quand il arrive, en fait, il dit, t'es applaudi par tout le monde, Tommy Dreamer et tout ça, mais t'es vraiment une petite salope, parce qu'on se connaît depuis l'enfance. On est des amis d'enfance, durant un camp de vacances. Et il dit, tu as fait beaucoup de mal à moi, qui était un peu renfermé. Maintenant, je deviens Je m'ouvre, deviens Raven. Il utilise cette gimmick, c'est de l'inspiration du poème d'Edgar Allan Poe. Le Corbeau. Le Corbeau, qui est aussi l'inspiration du film The Crow. Ouais.
Voilà. Donc, et sa catchphrase, c'est ne citez plus le corbeau Nevermore. Voilà, Raven. C'est la fin de fin de sa promo. En général, il finit par ça. Un peu comme Austin, ouais, le Setso, Cold Setso, voilà. Stone Cold Setso, Il finit les promos, pareil avec ça à chaque fois. Et il dit, dans les vacances, tu m'as fait du mal, et t'as surtout fait du mal à une petite nénette parce qu'elle était pas belle, et tu l'as bouillie. Et en fait, moi, je suis là pour la venger. En fait. Et cette nana, c'est Beulah McGillicuddy. La femme, enfin, je sais pas si c'est déjà la femme de Raven, Qui deviendra la femme de Tommy Dreamer. Voilà, c'est la femme de Tommy Dreamer. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais... Quand il l'a fait apparaître, du coup, elle est avec Raven. On se rend compte, il disait qu'à l'époque, c'était une petite grosse moche et tout. On se rend compte que c'est une très belle femme, du coup. Donc, vous pouvez la voir à Wednesday 2. Hein. Oui, elle est là, Wednesday 2. Qui est avec... et en fait, cette rivalité, elle va être ultra personnelle, basée sur des trucs de couple, sur des histoires d'enfance, sur des machins. Et les deux gars, ils vont aller extrêmement loin. Ils vont vraiment se taper dessus. Ils vont se taper dessus dans tous les sens. Le Raven, dans sa gimmick, alors on pourrait croire que c'est un personnage un peu solitaire quand on le voit. Non, c'est souvent un gourou de secte. C'est ce que j'allais dire. C'est un gourou de secte, c'est un chef de clan. En fait. Donc il va très vite créer le Nest à la ECW. À la WCW, comme on l'a dit, il va créer le Flock. Donc c'est le Nest, c'est le nid. Donc le nid du corbeau où il va avoir plein de catcheurs sous son aile en fait. Beaucoup de mid-cardeurs ou de l'autre cardeur, même des mecs qui servent à rien. Mais il sera toujours entouré. Il a toujours bien aimé d'être entouré, lui. Toujours. Et en fait, ce que j'adore dans cette rivalité-là, au final, quand il part à la WCW, Tommy Dreamer va enfin gagner un match. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, Tommy Dreamer n'arrivait pas à battre Raven. Ouais, il se faisait péter la tronche à chaque fois. À chaque fois, il gagnait jamais un match, Tommy Dreamer. Mais il y a des moments ultra marquants. Alors, je vais en citer un parce que celui-là, il est souvent dans les clips. C'est il y a Raven qui est attaché en mode croix parce que la position de Raven, c'est de tendre les bras en croix pour faire le corbeau. Et Tommy Dreamer a aussi cette position-là pour... oui, il est souvent comme ça, en tendant les bras. Et en fait, il y en a un, c'est pour le corbeau, il y en a un, c'est pour galvaniser la foule, ouais. Et en fait, il attache Raven à la cage, le Raven. Et en fait, Tommy Dreamer vient... Attends 2 secondes. Un énorme coup de chaise dans la tête. Attends 2 secondes, vas-y, ton coloc veut fermer la porte. Ah, vas-y, ferme la porte. Et il met un immense coup de chaise dans la tête. Dans la tête de Raven. Et on a dit que c'était le coup de chaise qui a résonné dans tous les États-Unis. Ouais. C'est la rivalité la plus importante de l'histoire de la C'est l'une des rivalités les plus importantes. Mais l'une des marquantes. C'est top 3. Ah ouais. Et Raven, il est dans 2 des 3 limite. Parce que l'autre rivalité importante de Raven, c'est face au Sandman qui arrive après. Donc vraiment, c'est des rivalités ultra marquantes, quoi. Parce que tu vas en parler un petit peu, c'est là avec le Sandman ou... On peut en parler un petit peu aussi, si tu veux. Parce que c'est pas là où il y a l'histoire avec la femme et le fils du Sandman. Exactement. Où il a retourné la femme et le fils. Oui. Où Raven retourne la femme et le fils de... C'est ça, en fait. Il arrive en tant que gourou de secte et en tant que manipulateur à faire retourner la tête du gamin du Sandman qui devient un énorme fan de Raven. Mm-hmm. Donc c'est ultra personnel, il y a des segments géniaux où justement le Raven, sa position fétiche, c'est assis dans le coin. Un truc qu'il avait pris à Jake Roberts. Donc il se met assis dans le coin, il a le gosse de Raven qui est assis avec lui dans le coin, il donne le micro au gamin, et le gamin il dit non mais papa, de toute façon t'es qu'un putain d'alcoolique, j'ai pas envie d'être avec toi, mon idole c'est Raven, donc casse-toi, t'es un has-been et on va le Sandman pleurer. C'est vraiment, ça rentre vraiment dans la vie réelle, quoi, c'est horrible, quoi. Et il y a même un moment où l'enfant, on croit qu'il va enfin rejoindre son père, il veut faire un câlin à son gamin et là Raven il y a derrière qui lui met un gros coup de canne de stick et en fait derrière le gamin se met devant le cadavre de son daron et il prend la position de Raven. Ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est ça allait vraiment loin. Ça doit être loin. Leur match bon, elle est très loin aussi. C'est ce qui va amener l'une des premières grosses polémiques à l'ECW, c'est l'angle de crucifixion. Je pense que tu es au courant. Oui. C'est durant un show, ils étaient toujours à la Philadelphie de toute façon. Donc quel autre catcheur ultra connu vient de Philadelphie? Kurt Angle. Alors, explique tout ça, c'est intéressant. Voilà. Donc Kurt Angle, c'est avant qu'il signe à la WWF. On est toujours avant Barley Legal. Hein. On est toujours avant Barley Legal. C'est avant de signer à la WWF. Ou non, c'est peut-être après Barley Legal, il me semble. Ça doit être après Barley Legal, mais bon, on va quand même le raconter. Avant qu'il signe à la WWF, Kurt Angle, il se dit, il y a une fédération comme il est intéressé par le catch, il y a une fédération qui se passe. Il arrive à rencontrer Polyman. Polyman, il l'invite, il fait, ça serait bien que tu signes chez nous, et tout, machin. On va te montrer un show. Donc, il arrive au show, il regarde le show comme tout le monde. Sauf que, un truc que j'ai oublié de préciser sur Kurt Angle, c'est que c'est un chrétien très croyant. Un très gros chrétien. Ouais. Ouais, très croyant, ouais.
Pratiquant Et là, donc c'est un gros match de la rivalité entre Sandman et Raven. Raven éclate le Sandman, et là, il amène dans le ring une croix Et il en bois, crucifie le Sandman. et il crucifie le Sandman en lui faisant la couronne d'épines avec le barbelé. Ouais. Donc, je vais pas réutiliser la blague des fâchés là-dessus, même si ça me fait très rire, c'est un Jésus en jogging. Désolé, je l'ai réutilisé, parce que ça me fait beaucoup rire. Donc, du coup, on voit le gros Sandman dégueulasse, le bide à bière, attaché sur une croix, collé au poteau du ring. Donc, c'est une image vraiment très, pour l'Amérique, très puritaine. Et c'est là où on voit jusqu'où tu es capable d'aller à Et l'ECW. ben, je pense que c'était avant Barley Legal, parce que ce segment a failli faire cancel aussi le pay-per-view. Ouais, donc je pense que c'était peut-être après. Ouais, donc c'était avant. Parce que c'est une des images qui a rebuté même les mecs du pay-per-view à diffuser. Bah, c'est même là où la semaine d'après, Scott Levy, Raven de son vrai le nom, show Scott même, Levy, dans le show dans le show même, il s'excuse pour ce qu'il a il fait. est obligé de s'excuser Mais en son nom propre. hors kayfabe, auprès de la chaîne et auprès du public. Parce que Scott Levy, qui est d'une autre religion, Bah, oui, mais il est athée. il est athée, mais Scott Levy est un juif non pratiquant. non pratiquant, donc il est d'origine juive, mais il est pratiquant. Polyman. Est un juif non pratiquant, donc aussi, Donc forcément, Kurt Angle, quand il voit ça, il pète un câble. il pète un câble, il devient fou. Mais est-ce que aujourd'hui, Kurt Angle ne peut pas aller faire un gros câlin à Raven parce qu'il lui a sauvé la vie, Raven? Ah bah oui, parce qu'à l'époque, il était déjà très accro à la Vicodine, Kurt Angle. Il aurait été dans le roster de la ECW, qui est considéré comme l'un des rosters les plus dangereux. Bah justement, je voulais te poser une question à propos de ça. Bah, On en parlera après. ah bah non, explique-le, parce que c'est le moment, on va pas revenir. Oui, Explique-le. voilà. Très décousu cette émission, je suis désolé. Je pensais qu'il y avait moins à dire, mais au final, il est quand même beaucoup. Non, mais c'est bien que ce soit décousu parce qu'on parle un peu des rivalités, on parle des catcheurs. Là, on va expliquer la question la chose qu'on a entendue des dizaines de fois, c'est que le roster de la ECW était dangereux, toxique. Oui, toxique. Mais pas pour eux-mêmes, était toxique, même pour eux-mêmes. Oui. Explique Bah, pourquoi. même, t'es dangereux tout court. Ouais, dangereux tout court, ouais. Donc, en fait, pour le côté toxique et dangereux de même, c'est qu'en fait, beaucoup des catcheurs, bah, c'est des catcheurs du milieu hardcore. Donc, pour faire ce genre de match, déjà, désolé, je vais pas juger parce que j'aime bien le catch hardcore, mais il faut quand même avoir un certain pet au casque pour faire certaines choses. Et on le sait, surtout dans les années 90, que les catcheurs sont souvent accros au painkiller. Bien sûr. Voilà. Et quand on fait du catch hardcore, c'est déjà les mecs, en faisant du catch classique, ils étaient accros aux médicaments. Doutez-vous bien que quand on se jette dans du barbelé, dans des tessons de verre, qu'on se brûle, qu'on fait des bumps totalement insensés, Bien sûr. et ben les mecs, pour compenser, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, il se droguait. Mais reprends l'histoire avec Kurt Angle. Tu dis qu'il était accro à la Vicodine, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. S'il avait fini dans le roster, il aurait certainement fini accro à autre chose. Oui, exactement. Et aujourd'hui, il serait peut-être plus là pour en parler. Il passer des seringues avec les autres, quoi. Ouais. Raven en parle souvent dans ses shoots interviews, c'est quelqu'un de très local, Raven. Donc plus tard, il est revenu plusieurs fois sur sa carrière. Il a des moments de blanc total parce qu'il se souvient pas, tellement il était drogué. Ouais, mais Et en lui. plus, dans sa personnalité, Raven, c'est quelqu'un qui a été vraiment considéré narcissique. Ouais. La pathologie narcissique. Ouais. Donc du coup, en fait, quand il voyait les autres catcheurs se droguer, dis-moi, il fallait que je le fasse plus que tout le monde. Ouais, si toi t'en prenais une pilule, fallait que j'en prenne 10. Voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, il y a même une photo ultra marquante où il a été pris en train de s'endormir, en train de faire l'amour à une femme. Ouais, parce qu'il s'est endormi tellement il était shooté. Tellement il était shooté. Mais Et comme il prenait de l'héroïne, ça aussi c'est reconnu, parce que durant son run ECW, Raven, il était vraiment limite à des bras droits de Polyman dans le côté créatif. ouais. Parce qu'en fait, comme c'est un très grand créatif, Raven, il a un esprit de catch génial. En fait, il donnait beaucoup d'idées à Polyman. Donc les deux, ils s'entendaient super. Ils se posaient même pas forcément que pour sa rivalité à lui. Oui, pour tout. Et il a dit en shoot interview, c'est un truc ultra connu. Normalement, c'était une légende urbaine, mais il l'a reconnu lui-même. En fait, comme il prenait de l'héroïne, il avait souvent des diarrhées, et en fait, il écrivait des storylines sur les papiers de toilette. Dans les chiottes. Dans les shots. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est quand même génial. C'est quand Mais, même incroyable. là, ce que je te propose, c'est qu'on aille tranquillement, on finisse encore sur 2-3 trucs avant Barley Legal. Ouais. On parle de Barley Legal après. Bah, avant de parler de Barley Legal, j'ai bien, on continue encore. va parler de l'invasion de WWF, parce que ça va vraiment... Alors, je voulais en parler après un petit peu, avant. Je veux que tu parles un peu des autres catcheurs qu'on a parlé. Tu peux pas, New Jack un petit peu aussi. J'aimerais que tu parles de New Jack. C'est encore de New Jack. Donc, New Jack, je vous conseille d'aller voir, je vais encore faire de la pub pour d'autres vidéastes, je vous conseille d'aller voir l'iceberg du catch de Mr. Hawking. C'est dur à regarder. C'est dur à regarder, mais il a un gros passage de Jack. Dans la troisième partie, il va dire toutes les dingueries qu'il a fait. Donc, et vous pouvez aussi aller voir le Dark Side of the Ring qui concerne New Jack. alors, explique qui est New Jack. Alors, New Jack, c'est un catcheur. Jusque-là, on est dans le thème. Voilà. J'ai même envie de mettre des guillemets sur mon catch, parce que ça n'a jamais été un bon catcheur. C'est pas quelqu'un qui est très bon dans le ring. Mais c'est un gros tapé.
Ok. Vraiment, c'est un gros malade mental. Ok. Donc, il a émergé à la Smoky Mountain Racing de base, dans son équipe qui s'appelait les Gangsta. Donc, dès le début, il y avait de la polémique. Parce qu'en fait, c'est la fédération de Jim Cornette, Smoky Mountain Racing de Jim Cornette, lui aussi, comme Polyman, il osait casser des codes des fois. Et en fait, dans ses premières rivalités, c'était un soutien d'O.J. Simpson. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, il faisait des promos en disant on te soutient, t'inquiète Snoop Dogg, t'es innocent, O.J. Simpson, t'aurais dû tous les flinguer, t'aurais pas dû t'arrêter là, machin. Donc ça allait vraiment très Ah, loin. ça allait loin, ouais. Ça allait vraiment très loin. Il se fait recruter par le CW, et en fait ce mec-là, je pense déjà très accro à la drogue et tout ça, il avait aucune Barrière? considération pour sa vie. Ah ouais, donc, si déjà ta vie, t'en as rien à foutre, Et bah du coup forcément il en a rien à foutre de ton la vie. adversaire, c'est encore pire. Voilà, et donc du coup Polyman l'a recruté parce qu'en fait déjà il surfait sur les codes du rap de l'époque, donc le rap bien hardcore. Et donc du coup c'était vraiment le gangster de la UCW, c'était vraiment le gars le plus dangereux du roster. Il était considéré comme le gars le plus dangereux du roster. Et il y a eu que des dingueries, beaucoup d'accidents, dont j'avais déjà parlé de l'accident Mass Transit, où il a poignardé quelqu'un dans le ring, hein, quoi. C'est pratiquement ça. Bah, ça lui est arrivé plusieurs fois. Hein. Il l'a pas fait qu'une fois. Et en fait, ce mec-là prenait des bumps à la UCW que personne voulait prendre. Il s'en foutait complet. Et il y a même un bump raté avec un autre catcheur, où le catcheur lui est tombé sur le crâne et en fait il est devenu aveugle d'un œil. Le Jack? Ouais. Voilà, vache. Et qui s'est vengé quelques années plus tard dans une autre fédération hardcore, où c'est une scène que tu as déjà dû voir d'un mec tombé d'un haut d'un échafaudage, où il y a un échafaudage dans tout le ring. Et que le mec se fait projeter du haut des arènes, et qu'en fait il devait tomber dans le milieu du ring dans les tables, et en fait il tombe sur la corde limite à l'extérieur du ring. Ouais. Tentative de meurtre. Ouais. C'est New Jack. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, il était pas, par contre, parmi les top stars de la UCW, il servait à faire des gros bumps, c'est ça? C'est ça. Donc lui il a marqué parce qu'en fait c'est toutes ces phrases Ouais. qui a fait qu'il s'est devenu un visage marquant. Mais quand on regarde au niveau des storylines, ça a jamais été l'un des main eventers. de la C'était une UCW. attraction. C'est une attraction. C'était exactement ça. Polyman s'en servait parce qu'en fait le mec n'avait peur de rien. Et il pouvait crédibiliser des mecs en faisant affronter New Jack parce que ça allait partir en cacahuète. Ouais, c'était le but, quoi. C'était le but. C'est bien, je ne rentre Et pas dans toutes ces phrases, mais c'est Justement, ça intéressant. amène aussi à Barley Legal parce qu'il a dégagé New Jack de son roster avant Barley Legal. Ouais, parce que là, c'était Parce trop. que les mecs de Copperus ont dit, mais pourquoi vous avez ce mec-là dans le roster? Ouais. Donc il a dû quand même éliminer certaines choses quand même. Ça, c'est bien, c'est pas plus mal. Il est encore en vie, New Jack, aujourd'hui? Non, il est mort. Ouais, bon, de toute façon, en même temps. Mais il a vécu longtemps. Hein. Ouais. Il est mort, il me semble, aux alentours de 2020. Hein. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Mais c'était bien d'en parler de ce mec-là, parce qu'on en entend souvent parler Oui, aussi. parce qu'en fait, dans le Dark, pour te dire qu'il a vécu très longtemps et qu'il est mort assez récemment, c'est parce que dans Dark Side of the Ring, qui le concerne, il est interviewé dedans. D'accord, Il ok. parle plusieurs fois dedans. D'accord. Parce que je l'ai vu, ce Dark Side of the Ring. Donc ensuite, on continue un petit peu. Alors, vous nous excuserez, les amis, c'est décousu, mais moi j'aime bien par contre. Le Ouais, fait qu'on parte un peu dans ouais. tous les sens, puis comme ça vous force à suivre. Et petit big up pour l'abonné qui nous écoute pendant pendant qu'il roule. Le show. Notre ami routier. Voilà, notre ami routier, c'est pour toi ça. Faut que tu te concentres. Alors reste concentré sur la route. aussi. Hein. Mais essaie de rester concentré, il y aura une interro pour toi à la fin de l'émission. Alors du coup maintenant, est-ce qu'on se dirige vers l'invasion? La première invasion. C'est ça. Donc en fait, après comme ça s'appelle l'anecdote que j'avais donnée, le King of the Ring 95, où Beckman il entend les chants UCW qu'il comprend pas. Shane Beckman et Bruce Pritchard en parlent, et ça va amener à une collaboration entre Polyman et Vince McMahon. Première collaboration, cette première sorte d'invasion. C'est pas très pertinent quand même. Non, c'est considéré comme l'un des plus gros foirages en fait. Alors ça sert de publicité à Barley Legal, c'est ça? Ça sert de publicité pour que Polyman promouvoie son premier pay-per-view. Qu'en fait, Vince McMahon, il a accepté de faire de la pub pour une autre fédération. Bah ouais, c'est très bizarre. Beaucoup de gens ils pensent qu'ils se sentaient peut-être un peu coupables d'avoir coulé tout le monde. Ouais, Vince. Moi, je pense plutôt qu'il a vu très vite déjà le personnage de Polyman. J'ai toujours eu l'impression qu'il le considérait un peu comme quelqu'un de justement un peu marginal et qu'en fait il l'aimait bien. Ouais, je pense. Et Amour-haine, hein, entre les deux. non, pas vraiment. La haine de Polyman, c'est plus vers Bischoff. D'accord, ok. Parce que c'est Bischoff Bischoff lui donnait rien. Ouais, et puis il a tout repris. Alors que Vince McMahon, quand il lui prenait des catcheurs, il lui donnait toujours des compensations financières. ouais, il a jamais été chien avec eux. Il a jamais été chien. C'est une des seules fédérations avec qui il a pas été chien. Bah oui, c'est ça. Donc je pense qu'il est tombé en vraiment Un crush un petit business, crush. un crush de business. accroche de business, et que il y a toujours le côté mercantile chez McMahon, ça lui faisait son territoire de développement. Oui, parce que lui, c'est ce qu'il voulait. Voilà ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça, même s'ils ont eu des prises de bec justement après cette alliance
Cette première invasion, ça c'est Polyman, il a dit vous foutez de la gueule de nos mecs, machin, c'est parti en couille. Tu vas expliquer un petit peu? Oui, mais déjà avant, il l'avait contacté justement. Donc il avait déjà commencé des échanges de catcheurs entre les deux fédérations, des mecs qui pouvaient passer entre les deux et tout ça. Et en fait, il a dit bah vas-y, tu vas faire ton premier pay-per review, je te donne une plateforme, tu vas pouvoir venir à Raw. Et c'est une catastrophe. Franchement, c'est pas bien. On va y aller très vite, je vais pas rentrer en détail, mais ça a permis en fait de mettre en avant Jerry Lawler en tant que plus gros hater de la ECW. Mais je crois que c'était un peu véridique quand même. Oui, c'est véridique. Il a jamais aimé la ECW, je sais pas pourquoi. Et en fait, il disait que c'était l'extremely crappy wrestling. Ouais. Donc la poubelle du catch, quoi. Et en fait, il y a eu des débats où Polyman a été invité, machin. Et en fait, Jerry Lawler, il aura carrément un run. Ah oui, il a été... Il a eu carrément un run à l'ECW, où même il y a des polémiques, parce que, genre, il aurait vraiment volontairement blessé Sabu, quoi. En lui mettant un coup de canne de stick dans les testicules. Moi, ce serait pas choquant. Ce serait pas choquant. Quand tu connais l'animal. Et Polyman aurait cassé la mâchoire de Jerry Lawler aussi. Ah bah ça c'est bien aussi. Voilà, ça lui empêchait mais si ça aurait pu l'empêcher de baver sur chaque nana qui arrivait dans le ring, ça aurait pas été plus mal parce que Jerry Lawler, moi, il me fatigue à cause de ça. Je déteste à cause de ça. Bah alors cette invasion, c'est avec il y a Rob Van Dam, je crois. Les mecs qui mis en avant, c'est Sabu, Tommy Dreamer, Sandman, Rob Van Dam. Ouais. Sauf que Rob Van Dam, en fait, c'est le traître. C'est celui qui trahit la ECW pour rejoindre Jerry Lawler. D'accord, ouais. Parce qu'il était dans cette période où Rob Van Dam, j'en avais déjà parlé dans sa vidéo, où il était, où il disait, oh, on me considère pas assez, je suis la méga star, regardez, là, je passe à Raw, je suis famous, je suis Mr. Monday Night. C'est à partir de ce moment-là, sauf qu'il y a vraiment cru à un moment, je crois. Oui, ouais. C'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes de booking. Problèmes, ouais, parce qu'on voulait le faire affronter forcément des mid-quarts d'heure. Et Polyman, il a dit, ah, mais vous faites affronter Rob Van Dam des mid-quarts d'heure, c'est comme si, Bret Hart, il a affronté un de nos low-quarts d'heure. Ouais. Et là, les officiels, ils ont dit, non, mais faut arrêter vous quand même. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que quand cette invasion est arrivée, c'était milieu de la carte. Hein. Ça a jamais été en main event. Hein. C'était pas le but. Hein. Non, c'était vraiment. Le but, c'était voilà, même low card. C'était vraiment mettre un petit peu en avant la promotion, mais c'était pour des low cardeurs. Hein. Oui. C'était pas prévu que Rob Van Dam affronte Steve Austin, Bret Hart ou tous ces mecs-là. Hein. Ouais, d'accord. Bien sûr. C'est vraiment juste pour mettre en avant en mettant Jerry Lawler, qui est quand même assez cool. Oui, c'était bien. Donc, mais c'est un paix dans l'eau. C'est un paix dans l'eau. Il y a juste un moment très marquant, je sais plus à quel Raw, où justement ils ont l'invasion, où Sabu il tente encore de faire une dinguerie, il se foire. Bizarre. Marrant, ouais, et puis dans le storytelling, je crois que Van Damme, il a un match face à un tout jeune Jeff Hardy, je crois que je l'avais dit dans l'émission, et quand il revient définitivement à la WWE en 2001, il réaffronte Jeff Hardy. Et t'as l'impression qu'il y a 20 ans qui sont passés. Ouais, comme quoi. Mais ça, on l'avait dit dans la première émission. Allez la voir, les amis, l'émission sur Van Damme. Moi, je l'aime beaucoup. Même si c'est la première, je trouvais qu'on était déjà bien. Donc, du coup, cette invasion qui mène à rien, eh ben, elle mène quand même à Barley Legal. Elle mène à Barley Legal parce que ça a quand même donné un peu d'exposition. Comme j'ai dit, le pay-per-view a fait été annulé plein de fois. Donc, il a dû éliminer, comme j'ai dit, New Jack. Il a dû, dans le show, revoir ses plans au niveau du hardcore. Il n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'il aurait voulu. Donc il est quand même, ça reste un bon, c'est un excellent pay-per-view. Moi, je vous conseille d'aller voir Barley Legal. Même les matchs hardcore, justement le main event va quand même très loin, mais on n'a pas remplacé les corps par du barbelé, des trucs comme ça. Il y a du barbelé et tout, mais c'est pas le, on va dire c'est pas le crash TV, quoi. Ouais. Il y a quand même une certaine, il y a une limite, ouais. Il y a un stop quand même à un moment. Dans ce pay-per-view là, il a réussi à faire, en fait, mettre en avant tout ce que, comme j'ai dit, Bischoff fait piquer. Parce que dedans, il y a un match 3 contre 3 qui est génial entre japonais. Donc mettre en avant le catch japonais. Donc c'est l'une des plus grandes légendes du catch japonais, c'est comment il s'appelle, Great Sasuke. Ouais. Qui est en équipe avec Grand Hamada. Grand Hamada, c'est le précurseur de la lucha resu. D'accord, ouais. Donc, vraiment le catcheur japonais qui fait du high fly comme les luchadors. Ok. C'est vraiment un nom qu'on oublie. D'accord, ouais. Vraiment Grand Hamada, les gars, retenez. Ok. L'autre catcheur, je me souviens plus de son nom, il a un pantalon vert, c'est un jeune catcheur qui est assez sympa. Et il affronte en face la BWO Japan, parce que j'en avais parlé, Steven Richards, après sa rivalité avec Raven, il a créé un rip-off de la NWO, la BWO, donc le Blue World Order, qui est une blague de la NWO en fait. Donc tous les catcheurs étaient cosplayés, on va dire, en personnage de la NWO, mais de façon fun. Et Steven Richards, il était un peu le Kevinage du truc, donc le leader, mais il catchait un peu comme Shawn Michaels, vu que son finish est le super kick, et parce qu'il n'a pas le gabarit de Kevin Nash, donc il n'avait pas mis des points en bombe, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un peu marrant. Et en fait, les Japonais là, comme c'était un groupe, parce que c'est la Nishinoku Pro, donc c'est la fédération de Great Sasuke, c'est la première fédération de poids légers au Japon.
et uniquement de poids léger. Et ils sont venus. Donc c'est quand même un truc assez mythique. Et ils sont venus affronter. Ils sont venus affronter. Et donc du coup l'équipe en face qui représente la BWO, mais c'est 3 japonais. C'est l'un des catcheurs qui catch encore aujourd'hui et qui a passé à la WWF. C'est Takami Shinoku. Ok. Avec Mens Teo et Dick Togo. Dick Togo catch encore aujourd'hui. T'encourages à aller voir ce match. Je vous encourage, ce match. Tout le pay-per-view de toute façon. Tout le pay-per-view, mais ce match j'allais le voir parce que c'est vraiment ce qui se faisait chez les poids légers au Japon à l'époque. Donc des 3 contre 3. C'est une belle vitrine. C'est une belle vitrine. Du 3 contre 3 hyper vivant, tout ça. Plus vous voyez comme je dis, 2-3 légendes dedans, des noms qui sont encore marquants aujourd'hui. Il y a quoi d'autre encore? Il y a normalement on aurait dû avoir comment il s'appelle? On aurait dû avoir Chris Candido contre Lance Storm. Ouais. Chris Candido est blessé, il est remplacé par Rob Van Dam. Est-ce qu'il paraît c'est un match de fou? Il est très très bien. Ouais, Lance Storm contre Rob Van Dam, très bon match. Alors tu me permets un petit truc qui n'a rien à voir. Ouais. J'ai un abonné avec qui je discute de temps en temps. Pendant qu'on tourne là l'émission, il est en train de regarder le match Rob Van Dam Lance Storm. Il faut m'envoyer un message à l'instant. Ah, bah, Il vient de me dire, ouais, le match c'est une dinguerie. Est-ce que vas-y reprends. Le match est génial et ça permet encore de mettre en avant Rob Van Dam en tant que heel, parce qu'il dit vous avez osé m'utiliser en tant que second choix. Je viens parce qu'un catcheur est blessé, c'est pas normal, je vais me casser la WCW ou la WWF et vous me verrez plus jamais dans cette fédération de merde. L'un des gros matchs qui était prévu, c'est le grudge match entre Taz et Sabu. Wow. Le match est excellent où Sabu il a une nuque en acier parce qu'il va s'en prendre. La Taz c'est vraiment là aussi c'est la vitrine à quel point il était dangereux à la WCW. Et ça amène à un gros truc en fin de match. C'est que le match va finir un peu en non-contest parce qu'il y a la trahison d'un des managers les plus légendaires de la WCW dans ce match. En fait, le manager de Taz, c'est Bill Alfonso. Je pense que tu l'as déjà vu, c'est un mec assez fin et qui n'arrête pas d'utiliser son sifflet. Ouais, ça me parle, ouais. Voilà. Et c'est un manager ultra légendaire. Et en fait, il va trahir Taz pour rejoindre Sabu et Rob Van Dam va les rejoindre. D'accord. Donc c'est là où la team Sabu, Rob Van Dam et apparaît en fait. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment très important où ils vont baiser Taz à la fin du match et tout ça. Où ils vont le dégommer même à la fin du match. Et il y a un pré-main event, parce qu'en fait le main event, le vainqueur du pré-main event va affronter Raven dans le main event du show. Donc c'est un freeway dance, donc en fait c'est aussi ça que j'ai oublié de dire. La ECW, Polyman, c'est lui qui a popularisé aux États-Unis les triple threats. D'accord. Donc le nom officiel, le premier nom des triple threats, on appelle ça des freeway dance. Mm-hmm. La WWE appelle ça des triple threats. Et la EW a repris le nom de freeway dance. Ok. Et c'est alors Sandman, Terry Funk et Steven Richards. Ok. Et le vainqueur affronte Raven. Et le vainqueur affronte Raven dans le main event. C'est un match hardcore de ouf. En vrai. On voit la folie de Sandman, comme j'ai dit avant quand il fait son entrée dure longtemps parce que c'est durant toute la musique d'Hunter Sandman. Je crois qu'il se tape cul sec 4 ou 5 canettes. Ouais. Voilà, vraiment, littéralement. Steven Richards, il veut sortir justement comme il a déjà créé la BWO, il veut vraiment prendre sa revanche sur Raven. Donc vraiment de lui montrer que maintenant c'est lui le leader d'un clan et qu'il n'est plus un sous-fifre de Raven. Ok. Donc storylainement tout se tient. Ouais, tout se tient. Ouais. C'est un des gros rivals de Raven. Ouais, tout est bien. Tout est bien. Et Terry Funk qui est là à plus de 50 ans, est-ce qu'il va réussir à affronter ces deux jeunes loups pour pouvoir peut-être devenir à 50 ans champion de l'ECW. Et il y arrive. Il y arrive, c'est lui qui gagne, je vous spoil, c'est lui qui gagne le match. Et c'est lui qui va affronter Raven et tu spoil pas le match. Voilà, je vous spoil pas le match, mais par contre c'est pas un match, c'est un segment. D'accord. Est-ce que là, le pay-per-view là, t'encourages les gens fans à aller le voir. Même si c'est violent, faut aller le voir. Ouais, c'est même pas si violent que ça, comme je te disais. Ouais, mais je trouve que c'est un bon, parce qu'on va pas faire tous les pay-per-view de la ECW. Ah non, je voulais vraiment juste parler dessus. Mais celui-là, c'est l'un des plus marquants, c'est le premier, c'est très important. C'est ça. Les deux personnes qu'on a oublié de parler, c'est Joey Styles aussi. J'allais y venir. Voilà. Je voulais te laisser finir l'histoire de Parle Illégal, et j'allais te demander Joey Styles. Joey Styles, c'est le commentateur mythique de la ECW, qui a été là depuis le début jusqu'à la fin, il commentait tout seul. Souvent, on a un commentateur et un colleur qu'on entend. Ah ouais. Joey Styles, il était tellement exceptionnel, il faisait les deux. D'accord. Donc c'est lui, il a des phrases mythiques, donc même un peu du troll, le catfight, quand il y a deux femmes qui se battent dans le ring. Catfight. Et il a même d'autres trucs, il était ultra pertinent, c'était vraiment un très bon commentateur. Est-ce qu'il a été, lui, à la WWE? Oui, il a été, c'est lui qui commentait la WCW quand elle Mais même avant, non, il n'y a pas un moment où il commentait. Non, il revient pour commenter la WCW. Il commente One Stand 1
Ensuite, One Night Stand 2 avec Taz. Où il a même un combat, je crois, où il se bat avec Jerry Là, c'est Lawler. Taz contre Jerry Lawler. Ouais, et lui, il est une barre, ouais, c'est ça. Donc, c'est un des visages marquants aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout doucement. Alors, finalement, le premier pay-per-view est en 97. Et la fin de la de la ECW, pardon, c'est quoi? 2-3 ans plus tard? Bah, c'est entre 2000 et 2001. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite dans ces 2001, 2 ans clairement. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 ans qui suivent? Et ben là, ils sont devenus un peu plus gros. Donc, du coup, il va faire des pay-per-view assez réguliers. Les storylines vont continuer d'avancer. Et il va avoir un show télé diffusé sur TNN. Oui, c'est TNN, je crois. Ou c'est CNN? Non, c'est pas CNN. Non, CNN, c'est une chaîne d'info. Voilà, donc c'est TNN. Et en fait, ça va amener à plein de problèmes à Polyman. Parce que cette chaîne-là, elle est d'accord de les diffuser, mais par contre, elle va lui mettre que des barrières. Plein de censure. T'as quelques storylines intéressantes de cette époque-là ou pas grand-chose? Il y a Rob Van Dam contre Jerry Lynn. Ok. Le run justement de Rob Van Dam en tant que face, où il va devenir le champion le plus long de l'ère télé, où je t'ai dit que son titre était plus précis. C'est là, ouais. C'est là, avec ses matchs exceptionnels contre Jerry Lynn, ça vous pouvez y aller. Et après, c'est au main event, ce qui va beaucoup être mis en avant, c'est Mike Awesome. D'accord. Voilà, c'est là où Mike Awesome va devenir champion ECW, où il va avoir sa série de matchs extraordinaires face à Masato Tanaka. Je vous conseille d'aller voir, où les mecs, ce sont des gros malades. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure en off. Tommy Dreamer, qui est là, mais le cœur n'a jamais été champion, ou une journée, c'est Il ça? a été champion qu'une seule journée. Et Rob Van Dam, qui a été aussi un des plus grands catcheurs de la SW, ne l'a jamais été. Il l'a jamais été. Par contre, quand il a été champion télé, très pertinent. Très pertinent. Une dernière petite chose, avant qu'on fasse une petite pause. Tu parlais du catcheur que Paul Heyman a créé pour se moquer justement du diffuseur. C'est ça. En fait, c'est une storyline ultra vraiment sympa. Vu que le diffuseur n'arrêtait pas de les pourrir au niveau de la censure, Paul Heyman ne pouvait pas faire ce qu'il veut créativement. Il a mis en avant un homme qui est connu aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, c'est Don Callis, donc un manager de la AEW. Oui. Donc voilà, donc c'est un personnage marquant dans le catch actuel. Et en fait, il va lui donner comme personnage Cyrus the Virus, un mec aux cheveux longs, il ressemble un peu à Nicolas Cage quand il avait les cheveux longs. Ouais. Et en fait, c'est un représentant de la chaîne. Le personnage, c'est un représentant de la chaîne. C'était pas vraiment le cas. Oui, mais c'était pour se moquer de ça. Pour se moquer de ça, où en fait, le gars, c'est un censeur. Finalement, le Right to Censor, quelques années plus tard, n'a rien inventé, quoi. Ouais, c'est encore une idée de Paul Heyman. Ouais, c'est un peu la même. Et là, pareil, c'était juste vraiment pour se moquer de la chaîne. Pour se moquer de la chaîne, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui amène la fin de la ECW, en fait? Et ben, le point principal, c'est l'argent. Et la gestion catastrophique de Paul Heyman. Ouais. Tu peux raconter l'anecdote avec Chris Jericho à propos de l'avion. Ah oui. Donc en fait, oui, Paul Heyman, il avait toujours des plans pour essayer de gratter de la thune. Mais en fait, il l'utilisait mal au final, parce qu'on avait vu que sa gestion était catastrophique. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était pour les compagnies de vol et les billets d'avion aux gars. En fait, il leur disait souvent que c'était pour des enterrements. Parce que pour des enterrements, c'est moins cher. C'est moins cher. Et en fait, un jour, Chris Jericho, il doit prendre l'avion pour aller à la ECW. Et en fait, il arrive et on va dire les grooms, l'hôtesse. Les hôtesses de l'air lui font « Ah, mes condoléances pour votre père. » Quoi, comment ça, mon père? Ouais, ou son oncle, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Mon père, il vient de décéder. Ah oui, désolé, ok. Et en fait, en arrivant, il demande à Paul Heyman, il fait « C'est quoi le délire ?» Il fait « Ah non, je fais ça parce que ça coûte moins cher. » C'était vraiment un filou, quand même, Paul Heyman. Filou sur plein de choses. Et du coup, ouais, c'est la gestion catastrophique de l'argent. Je crois qu'elle a été placée sous tutelle, il me semble, ou quelque chose comme déjà, ça. Comme on a dit, déjà, il avait du mal avec les diffuseurs. Il se prenait la tête avec les gens, il avait réussi à avoir un créneau télé, en fait, ça passait très mal. Il aurait voulu être diffusé mieux. Il y a aussi le vampirisme de la WCW et de la WWE qui piquait les mecs, surtout la WCW. Donc en fait, il avait de moins en moins de stars. Et en fait, il était criblé de dettes, quoi. Et ça a été, j'ai vu le chiffre, là, aujourd'hui, j'ai revérifié le chiffre pour pas dire de conneries. Au moment où elle a été mise en banqueroute, il y avait 8 millions de dettes. Donc c'est pas un truc de fou non plus. Mais pour une fédération indépendante, 8 millions de dettes, et puis de toute façon, il aurait jamais pu. Voilà, c'était irrattrapable. De toute façon, la fédération était morte quand il arrive. En fait, c'est ce que je disais, c'est un peu un côté sombre. Les mecs continuaient de croire que la fédération allait vivre parce que Paul Heyman leur disait, en fait, quand il était avec les mecs, il leur disait, ouais, vous inquiétez pas, je fais tout pour que la fédération continue de tourner, vous inquiétez pas, vous serrez la ceinture, mais on va s'en sortir. Mais lui, derrière, il avait déjà pris son poste à la WWF. Donc en fait, en plus, il montait à Sega. Donc en fait, ça a vraiment... Il y a eu Tommy Dreamer et lui, ils ont vraiment
il avait même un plan pour l'assassiner, hein. Ah, C'est un carrément. truc vraiment connu. Qu'à WrestleMania 17, il voulait se pointer au show et tuer Polyman. Ah, carrément. C'est vraiment un truc, encore une fois, je fais de la pub pour Mr. Rockin, pour l'iceberg du catch, il en parle. Je savais même pas cette anecdote. Parce qu'en fait, lui, comme j'avais dit, il avait tout hypothéqué et tout, il a tout donné pour sauver la fédération. Alors que Polyman, il en avait déjà plus rien à foutre. Mais de toute façon, il savait pas qu'il en avait plus rien à foutre, mais il savait que c'était mort. Il savait que c'était mort. Donc, du coup, il avait rattrapé sa carrière à lui. Et il a quand même, c'est même pas lui qui a, on va dire, sauvé les mecs à la fin de la WCW. C'est plus Jim Ross. Ouais. Qui a fait venir ces gars-là. Qui a fait venir ces gars-là parce qu'il savait que Polyman, il avait quand même créé des bons gars dans le ring. Et Jim Ross, comme c'était là, le relationship talent, c'est lui qui a rappelé pas mal de gars de la fin de la WCW, donc Rhino, Tommy Dreamer, tout ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas suivi. Genre, par exemple, l'un des derniers gros champions de la WCW, qui est Steve Corino, n'a pas été à la WWE. Comme j'ai dit, les pay-per-view et tout, il y a eu des rivalités mythiques, donc j'ai dit Rob Van Dam, Jerry Lynn. Le run de Steve Corino est très bon, et le run de Rhino, qui est le dernier champion de la WWE, était pas mal aussi. Mais la fédération avait beaucoup moins de moyens, était beaucoup moins diffusée. On va dire que c'est moins mythique que les premières années jusqu'à Barley Legal, en fait. Et après 97, c'est là où il a perdu la plupart des mecs qu'il avait construits. Barley Legal, c'est un peu l'apogée. C'est le pic. Alors que c'est le premier, un peu par view. Et puis après, on est tout doucement. Si on regarde, c'est un peu le pic. Et après, c'est là où il y avait toutes ces stars. Et après, on est un petit peu tout doucement sur le déclin. C'est ça. Malheureusement, quoi. Malheureusement, parce que c'était une fédération indépendante, qu'il y avait les deux grosses fédérations en face, surtout la WCW ou Bischoff, vraiment, il avait aucune considération pour Polyman. Et puis, de toute façon, tu l'as dit, de toute façon, entre la WWE, la WCW et la ECW, c'était plus un gouffre, c'était le Grand Canyon. Oui, c'est le Grand Canyon, c'est vraiment, pour dire, c'est deux fédérations nationales, donc une tenue par un mec qui est milliardaire, où à l'époque il n'était pas encore McMahon, et à côté on avait Turner, quoi. Donc du coup c'était gigantesque la WCW. Oui. La WCW c'était un truc local à Philadelphie. Régional, ouais. Faut pas l'oublier. Par contre, si tu veux, bah on arrive à la fin, ça ferme, ça se fait racheter, et puis basta, tu vois. Ouais. Il y a rien de, on va dire, de marquant à la fermeture, quoi. Ouais. Mais moi, par contre, j'aimerais bien que tu parles avant qu'on termine. On va encore en faire un petit quart d'heure, si tu veux bien. Ouais. Il y a quand même, malgré tout, un héritage qui a perduré. Je voulais en parler. C'est quand même dingue que après la mort de la ECW, il y a eu l'invasion, l'invasion à la WWE, et que derrière, il y a eu le rip-off à la WWE, donc il y a eu les deux One Night Stand, donc vraiment ça a été... Enfin, il y en a eu 4 des One Night Stand, hein, mais les 2 One Night Stand en dehors de... Il y en a même plus, parce qu'après il y a eu des One Night Stand WWE... Mais tu parles des One Night Stand en dehors de de ce rip-off. Ouais, avant le rip-off en fait, voilà. C'est ça, donc il y a eu 2005-2006, et après il y a eu le show, où j'avais mis ma théorie du complot, que McMahon il voulait vraiment arrêter l'image de la WCW. Bah, un de nos abonnés dit que c'est pas un complot. Et que c'est pas une théorie, ce serait vrai. Moi, je suis persuadé que c'est vrai, c'est pour faire arrêter les shows de CW, parce que ça continue après. Même après la fermeture, les gens, dès qu'on voit une table de sortie, ECW, ça a toujours été ça. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que la WWE a fait un show de CW, ça, ok. Ils ont quand même mis en avant au début les originales, même s'ils s'en sont servis comme de la... Bah, de toute façon, dans l'après-carrière des ECW originales, à part peut-être Rob Van Dam, les Dudley, mais beaucoup de mecs n'ont pas finalement performé à la WWE. La WWE n'a jamais voulu. Ça a souvent été des mid-quart d'heure, en fait. Moi, j'ai déjà dit dans une de mes émissions, le seul truc que je suis content pour ces CW originales, c'est à WrestleMania 23 où les mecs sont là dans le ring, et Tommy Dreamer, c'était l'un de ses derniers accomplissements qu'il avait jamais fait, quoi. Oui. Après, lui, il a eu un run assez sympathique, mine de rien. Oui. Mais dégueulasse, mais un run sympa. Mais le Sandman, je pense qu'ils avaient pas voulu le faire catcher comme avant. Sabu, il a un petit run sympa. Il affronte Rey Mysterio quand Rey Mysterio est champion. Il affronte le Big Show. Il affronte John Cena. Il affronte John Cena. Mais bon, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Rien d'exceptionnel. Mais c'est le point où je veux venir, c'est dingue, c'est que pratiquement toutes les autres fédérations hors WWE ont fait des rip-off ECW. La TNA l'a fait 3-4 fois. Mais elle avait pas le droit d'appeler ECW, je pense, si. Parce que le droit appartient à... C'est hardcore original, je crois. Ouais, ou la nuit du Hardcore Night, ou un truc comme ça. Ouais, des trucs comme ça, c'est ça. Donc, du coup, il y a on va dire des Rhino, même encore maintenant, Rhino, il y a la TNA. Il y a du Rhino, il y a du Sandman qui est apparu, Raven qui a eu un gros run TNA, beaucoup de ces gars-là, Rob Van Dam aussi, même s'il était passé par la WWE. Mais souvent, on fait revenir une fois dans l'année des ECW originales pour faire un show un peu hardcore et les mettre en avant. Et même NXT l'a fait il y a quelques mois, là. Oui. NXT l'a fait il y a quelques mois. Et la EW, elle l'a fait aussi. C'est un héritage. C'est en fait, Polyman, ce qu'il a réussi à faire, c'est de mettre dans la tête de tout le monde sa révolution. Il n'a pas pu la tenir parce qu'il n'avait pas l'argent des autres.
Il n'avait pas les moyens des autres, mais par contre, c'était Mark Vansay. À la WWE, il y a eu Nitro, qui a été une révolution avec la NWO. Il y a eu la R-Attitude à la WWE. Mais celui qui a commencé à vraiment secouer les codes et qui a, mine de rien, fait que les autres se sont bougés le cul par rapport à ça, c'est même CW. Tu considères qu'il a réussi son coup de pied dans la fourmilière? Bien sûr, ouais, il a réussi. Il a réussi parce que tous ces mecs qui sont passés chez lui, ils sont finis dans les deux plus grosses promotions. Pas tous, parce qu'il y en a, ils étaient vraiment des cœurs et de l'âme de la SW comme Tommy Dreamer, ou des mecs qui étaient pas du tout, qui pouvaient pas aller à la télé. Tu vois, c'est trop hardcore, trop machin, trop d'images. Mais il a réussi. Il a réussi à remettre en avant quelqu'un qui était en fin de carrière, mais c'est bien continué bien après. On paie à son âme, mais Terry Funk, ça fait partie des catcheurs qui se sont jamais arrêtés. N'oublie pas qu'on n'a pas donné le résultat. Oui, j'ai pas donné le résultat, mais il a réussi à mettre en avant quelqu'un qui avait déjà 50 ans, qui était déjà un visage de la D'ailleurs, c'est parce qu'il a ce run-là à la ECW qui revient à la WWE au début des années 2000, Terry Funk. Chenso, c'est durant la ratitude en Chenso Charlie. Merci. Voilà. Il va revenir après durant l'époque de la ECW aussi. Oui, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, il est là à Wayne Stand 2. Oui, voilà, il est là à Wayne Stand 2. Donc, c'est vraiment le Polyman sans parler du côté gestionnaire, dans le côté créatif, il n'y a pas grand chose à acheter, en fait. Au niveau du booking des mecs, comment il les a voulu les construire, comment il leur a donné une image, ça a marché pour pratiquement tous. Alors, on fera certainement un jour un gros point focus sur Polyman, parce que je veux qu'on en parle de... Moi, en fait, ce que je serais tenté de te dire, j'en profiter, c'est je pense à ces émissions-là. J'aimerais bien qu'un jour, on fasse l'histoire de Raw et l'histoire de SmackDown. Oui. En prenant les gros points de chaque truc. Alors, Raw sera peut-être plus long que SmackDown, mais j'aimerais bien parce qu'il y a plein de choses à dire. Et c'est comme ça nous permettra de parler du moment où Polyman est booker à SmackDown, de parler quand c'est Kurt Angle le général manager, de parler de pourquoi SmackDown a été créé. J'aimerais bien qu'un jour on fasse ces émissions-là. Pourquoi pas, ouais. Un peu plus tard. Ça nous sortirait un petit peu du concept habituel. Ouais, bah oui, on pourrait. Et là, pour revenir sur Polyman, c'est un créatif de génie. C'est beaucoup, il disait, parce qu'il s'est vendu, bon, on en parlera si on en parle de lui plus tard, mais c'est quelqu'un qui est rentré dans le business en forçant. Voilà, il n'était pas connu. C'est vraiment quelqu'un qui a forcé. Et beaucoup ont fait le parallèle, c'est qu'en fait, il y a deux escrocs dans le monde du catch. Et en fait, il y en a un, il avait vraiment du talent, et l'autre, c'est un escroc total. Tu parles de Vince Russo. De Vince Russo. Vince Russo, c'est l'escroc total, et Polyman, il est rentré dans le monde du catch comme un escroc. Oui, parce que les deux sont rentrés un peu comme des escrocs. Ouais, c'est ça, comme des escrocs, comme des forceurs, sauf que Polyman, il avait vraiment le cerveau pour le business. Et ça se voit maintenant, même en tant que seul Hans. Il est que performeur maintenant, et il est toujours aussi exceptionnel. Et les gens l'adorent toujours. Les gens l'adorent toujours. Et ils seront toujours contents de le voir. C'est ça. Parce que maintenant, au-delà de l'histoire de la ECW, alors il avait au début l'amour des fans ECW quand il arrivait. Puis je pense que maintenant, les gens, de tous les fans l'amour de tous les fans du catch. Et tu peux pas cracher. Malgré tous ses défauts, parce qu'il a fait du mal à beaucoup. Justement, durant la ECW, comme je disais à Tommy Dreamer avait envie de l'assassiner. Ouais. Il a failli être à la rue, sa famille aussi, à cause de Polyman. Polyman a fait, c'est comme c'est un menteur. Il a été menteur, comme j'ai dit, manipulateur, escroc. Il a fait beaucoup de mal à des gars. Mais par contre, il a fait ça pour le business. Ça me fait penser au petit entron de Eddie Guerrero, à Steel, Lai et à Cheat. Bah, ouais, bah c'est un peu Polyman. Il triche, il vole et il ment. Hein. Ouais, bah c'est Polyman. Quoi. Quelle est pour toi, alors je sais ce que tu vas répondre, mais je te la pose quand même, la plus grosse star de la ECW? Bah, on vient faire tout un laïus dessus. C'est Polyman. C'est un non-catcheur, c'est Polyman. C'est Polyman. Parce que c'est le visage complet de la ECW. Directeur, booker, relationship, performeur même. Performeur. Parce qu'il était à la télé, il avait un personnage à la télé. C'est lui en fait qu'on retient quand on dit ECW, on voit tout le temps le nom de Polyman. Il y a des catcheurs qui sont mythiques de la ECW où on peut dire que c'est des grandes stars. Attends, je vais te demander. Ah oui, c'est des grandes stars, mais le visage premier quand on dit ECW, c'est Polyman. Moi, par contre, pour que vous vous rendiez compte quand même, les amis, essayez de voir, de checker des photos de Polyman en 94 ou en 93 et à la fin en 2001. Il est méconnaissable, il a pris 30 kilos. Oui, parce qu'en fait, il vivait son truc. Il a été tellement, il s'est tellement bouffé la vie que ça a failli lui bouffer la santé. C'est ça. Et un catcheur, histoire de parler d'un catcheur. Alors, j'avais envie de dire Raven, mais je vais dire plutôt le Sandman. Je pensais à lui. Parce que, en fait, c'était le visage hardcore complet. C'était lui. Parce que Rob Van Dam, en fait. Non, pas Rob Van Dam. Non. On aurait pu dire Rob Van Dam. Mais Rob Van Dam, en fait, c'était un catcheur. Son catch, il pouvait aller n'importe où, entre guillemets. Alors que Sandman, il était vraiment catalogué comme catcheur au CW. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens le critiquent. Parce que c'est vrai qu'in-ring, il a chier. Il n'a pas de in-ring. Il était pas là pour ça.
il était pas là pour ça. Et en fait, les gens qui disent, Sandman, c'est de la merde, je suis désolé. Moi, j'ai regardé les matchs de ces rivalités à la ECW. Bah, en fait, il captive le mec. Il captivait parce que Paul Heyman avait réussi à le mettre en avant. Il avait réussi à voir il mettait toutes les forces de ces mecs en avant. Même si les gars n'étaient pas bons dans le ring, et ben, en fait, il avait compensé par autre chose. Il savait mettre en avant n'importe qui à l'époque. Et moi, je vais terminer par un petit truc, genre, je vais essayer de bien la tourner, ma phrase. C'est pas facile à tourner, puis il est tard quand même. Finalement, il y a une certaine legacy, il y a un héritage de la WCW. T'es d'accord avec moi? Mais est-ce que La ECW, non. Ah, Mais je parle il y a un héritage aujourd'hui encore de la WCW. Hein, tu l'avais Oui. dit, par exemple avec Mercedes avec la EW, Oui. par exemple. Mais c'est un héritage normal. Mais est-ce que l'héritage de la ECW est pas plus grand que ce qu'a été la ECW? Si, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce C'est bien dit, c'est bien tourné. Pas facile à dire. C'est Hein. bien tourné. Quand on voit ce qu'était la ECW de l'époque et ce qu'on en retient aujourd'hui, son héritage et ce qu'on retient était bien plus grand que la fédération était réellement. Voilà, je suis content, j'ai réussi à te le tourner. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Alors Messiah, je te remercie. Je t'en prie. Alors, je suis content parce qu'on a fait une émission un peu décousue, mais on était dans le thème de ce qu'on voulait. Bah, on a secoué un peu nos codes, comme Polyman. Voilà, on a mis un gros coup de pied. Voilà, et c'est donc très bien. je suis désolé les amis, s'il y en a des amis la chronologie, c'est très difficile de faire la chronologie sur la ECW. Non, mais je suis content parce qu'on a eu une émission sur la WCW qui a été appréciée. Oui, j'ai dit voilà, qui a été très appréciée. J'espère que vous allez donner la même visibilité à celle-là, parce que encore une fois, on en a besoin. On a passé les 150, mais maintenant, on vise les 200, hein. Oui, Voilà. tout 200. On vise les 200. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci beaucoup pour tous les gens. Moi, j'essaie toujours de répondre à tout le monde. J'essaye. Les amis, mettez des j'aime, mettez des pouces, commentez. N'oubliez pas la cloche. Je vous remercie. On se retrouve très prochainement, normalement. Alors, où ce sera le Big Show, ou ce sera l'émission sur les mid-quart d'heure époque NT1. Oui. Je sais pas encore quand, vraiment, quelle date je vais diffuser. Quelle heure de diffusion. Voilà. Mais les amis, merci beaucoup et à très bientôt. Salut!